Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je rappelle que je suis moi-même en cétose nutritionnelle de façon ininterrompue depuis 2013. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Mireille qui va témoigner de son expérience du régime cétogène. Bonjour Mireille. Bonjour Ulrich, bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Très bien. Donc Mireille, j'ai 61 ans, j'habite en Provence et je suis maman de 5 enfants. Je suis une madame tout le monde, je ne suis pas professionnelle de santé. Je dis ça, c'est important parce que le témoignage sera bien sûr différent de toutes les personnes qui ont pu témoigner avec un œil professionnel. Et je travaille depuis plus de 20 ans dans un établissement public d'État. Donc, j'ai été conseillère en insertion. Voilà. Je suis donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que j'ai toujours été en surpoids, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, en obésité morbide, hein, parce que j'ai fait toutes les strates en fait de la graduation. Et c'est maintenant, avec le recul, avec l'analyse et la connaissance aussi de l'alimentation, des erreurs qui ont pu être faites, des erreurs qu'on nous a fait faire aussi, hein, quand je dis on, le corps médical, etc. Donc depuis tout le début, bon, je n'ai pas été allaitée et je suis née dans une famille avec des parents, des générations de parents qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, qui ont connu le manque. Et donc, bien, il fallait manger, 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 manger. Et à cette époque-là, un beau bébé, c'était un gros bébé. Et un gros bébé, c'était un beau bébé. Donc, j'étais un beau bébé. Voilà. J'ai toujours été un beau, gros bébé. Et l'alimentation a toujours été aussi dans ma famille comme un moyen de chantage affectif, je dirais, et de pression. Donc, la connotation, enfin, c'était pas anodin. L'aliment en lui-même, il avait une importance plus qu'on doit lui en donner, même si c'est important. Mais il y avait toujours cette dimension affective qui m'a poursuivie toute ma vie et qui a été source de très gros problèmes, si je puis dire, en fait. Donc voilà, petite surpoids. D'ailleurs, j'avais lu un jour dans mon carnet de santé, quand j'étais en primaire, le médecin scolaire avait marqué surcharge pondérale. Surcharge pondérale. Et ben ça m'a fait souci parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me disais, mais est-ce que c'est une maladie grave? Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pendant longtemps, je ne savais pas, je n'osais pas le demander en fait. Surcharge pondérale. Après, j'ai su ce que c'était. Voilà, donc j'ai grandi sans avoir non plus mon schéma corporel. C'est-à-dire que je faisais complètement abstraction de ce qui se passait dans mon corps, mais toujours trop alimentée, mal alimentée. Voilà, donc ça a donné une adolescence en surpoids. Par contre, j'en souffrais pas parce que j'avais un caractère suffisamment fort, je vais dire, qui personne ne se moquait. J'étais assez meneuse entre guillemets, donc j'en ai pas souffert, je peux pas dire. Après, il est vrai que j'ai été maman très jeune et alors là, ça a été la cata parce que bon, les deux premiers enfants ont 14 mois d'écart et j'ai pris entre 25 et 30 kilos à chaque grossesse. Donc évidemment, je n'avais pas perdu les kilos de la première grossesse quand j'ai eu mon deuxième enfant. Ça a été dramatique. Le soir de l'accouchement du deuxième enfant, j'étais entre les 120 et 130 kilos. Et encore, j'avais un bébé dans le ventre, parce qu'après, les 120 kilos, je les ai faits, mais sans bébé. Enfin voilà, donc après, on ne parle pas aussi, quand on est enceinte, les problèmes d'éclampsie, les problèmes des problèmes qu'on fait courir à son bébé aussi. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est au-delà de l'esthétisme, en fait. Hein, c'est vraiment de la survie, en fait. Il y a vraiment... Enfin voilà, donc j'ai eu en 20 ans, j'ai eu mes 5 enfants. Et au fil du temps, je me suis éduquée. Parce qu'en fait, mon éducation, je l'ai faite moi-même. L'avènement d'Internet a beaucoup aidé, puisqu'à l'époque, il y a 30, 40 ans de cela, il fallait acheter des bouquins, il fallait aller à la... Voilà, c'était très compliqué d'accéder à l'information. Et il est vrai que quand Internet a été vulgarisé, que c'est devant tous les foyers, etc., là, oui, j'ai vraiment pris connaissance de ce sujet d'alimentation. Il m'a toujours intéressé, ce sujet-là. Mais voilà, donc j'ai fait aussi tous les régimes, comme beaucoup comme beaucoup de personnes qui ont témoigné. Je crois avoir essayé la plupart des grands régimes connus. Donc on ne les cite pas, hein, Weight Watcher, Docteur Ducamp. Avec le Docteur Ducamp, j'avais perdu une quarantaine de kilos. C'était en 2010-2011. Et
Et quand j'ai arrêté, ben, j'en ai repris 46 en fait. Mais pouf, voilà. Je suis une éponge. Alors je peux perdre très bien et je peux grossir trop bien aussi. Voilà, ça c'est. Je pense que mes petites cellules graisseuses, elles sont trop nombreuses et donc elles demandent qu'à se remplir en fait. Et c'est tout le problème en fait de Et voir un après, donc régime après, alimentaire avec une perte de poids temporaire, c'est-à-dire on fait un régime alimentaire, on change de régime alimentaire, on fait un régime alimentaire pour la perte de poids, on se dit on le fait quelques mois ou même 1 ou 2 années, et après on se dit on retourne à notre ancienne vie qui est finalement la source de l'origine du problème et on reprend tout le poids. C'est la première erreur en fait, c'est de dire et on va faire j'avais un régime temporaire pour perdre du poids. Voilà. exact, Il y a une, ouais, il exact. y a une Et petite en latence. plus avec ce régime-là, c'est pas pour dire, mais j'avais ah pardon, Il y a une petite. En fait, entre le moment où je j'avais parle et le moment complètement où tu perdu ma entends, masse il y a quelques musculaire. secondes de retard. Alors, excuse-moi, comme on a ce petit délai, en fait, il va falloir Non, que non. je coupe bien mes phrases, toi aussi, pour que les questions et les réponses s'enchaînent. Donc, vas-y, reprends le parcours. Tu as fait du camp, tu as perdu 40 kilos, tu les as repris. Comment ça se passe ensuite? J'ai perdu mes muscles aussi. J'étais toute molle. J'avais plus aucune, parce que j'avais une bonne masse musculaire quand même, parce que je suis assez tonique. Et puis bon, avec 5 enfants, il faut être tonique, quoi. Mais là, je n'avais plus de muscles. J'étais molle. J'avais plus de fesses. J'avais plus rien. C'était horrible. J'avais jamais connu ça de ma vie. Et donc après, ben, je suis restée avec mes kilos. En filigrane et en parallèle, j'ai vécu des choses difficiles, des divorces, etc., qui ont fait aussi que mon moral n'était pas toujours au top. Donc, corrélation directe, alimentation. Et l'alimentation me permettait beaucoup d'hyperphagie, en fait. Maintenant, j'arrive à analyser tout ça aussi parce que je ne savais pas trop sur les. C'était pas de la boulimie, parce que je ne reconnais pas les signes, mais c'était de l'hyperphagie, c'est-à-dire besoin de se sentir pleine, pleine, pleine pour être apaisée, en fait. Et c'est inconfortable parce qu'on est toujours en besoin d'eux. Et donc, en 2015, après, ben, je suis tombée, mais je ne me suis pas fait mal. Je suis tombée sur votre blog, Anélie, à toi. Et je suis arrivée en fait vers la fin du crowdfunding. Je suis arrivée trop tard. Je dis, oh non, mince, zut alors. Mais là, c'est vrai, comme je l'ai déjà entendu, hein, c'est pas original, mais c'est vrai que là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser. Je pense que là, on met le doigt vraiment sur. C'est là qu'il faut s'arrêter. C'est là. Et j'ai donc acheté donc après. Enfin, c'est peut-être pas très chronologique tout ce que je dis là, hein, parce que voilà, j'ai pas. Mais oui, bien entendu, j'ai acheté le premier bouquin, La Révélation. Voilà, que j'ai dévoré. Ah là, je pouvais le dévorer, il n'y avait pas de problème en hyperphagie. Et je me suis rendu compte que j'avais commencé à bien perdre. Donc, dans ces années-là, dans les années 2016-2017, même un petit peu en 2018, mais enfin, c'est un peu flou, mais c'était à peu près cette période-là que j'avais commencé à bien perdre du poids. Et après, hélas, ma maman a commencé à tomber malade, etc. Donc, j'ai traversé, je suis devenue aidante malgré moi, sans être formée. Ça m'est tombé dessus et j'ai lâché. Et là encore, pareil, cette hyperphagie, ce besoin de me rassurer, de me faire du bien, d'autant plus que j'étais seule avec ma petite dernière à l'époque, donc pas trop d'épaules, voilà. Et pendant 2 ans, avec ma maman, ça a été très, très dur. Et j'ai repris 26 kilos. Mais évidemment, je me suis protégée. Et là, je me suis bien, bien protégée. Et voilà, en 2021, ma maman est décédée. Et puis, je me suis dit, bon, ben là, maintenant, c'est plus possible. En plus, avec l'âge que j'ai, maintenant, c'est aussi une question de santé. J'ai quand même passé 60 ans. J'ai la chance d'avoir une santé relativement stable. Enfin, bonne santé, mais là, il ne faut pas jouer avec le feu. Et j'ai ressorti les bouquins. Je suis revenue à l'acéto. Je suis revenue sur votre site. Enfin, voilà, c'était besoin de me réapproprier toutes ces notions que je n'avais pas vraiment oubliées, mais que j'avais mis de côté, en fait. Et puis aussi, j'ai commencé à souffrir d'arthrose parce que voilà, mes genoux, ils devaient dire un peu maintenant ça suffit les bêtises, quoi. Ça a été un déclencheur aussi. Je me suis dit,
comment je veux vieillir. Est-ce que je veux voir mes petits-enfants en bonne santé, ou est-ce que je vais être la mémé assise dans un coin, qu'on met dans un coin, ou alors est-ce que c'est moi qui vais aller les promener. Enfin voilà, donc il y a des questions comme ça. On se dit la deuxième partie de vie, comment est-ce qu'on veut la vivre, hein. Et là, on a le choix. On a le choix. Il y a une grande route, celle qu'on nous montre, hein, celle de ce que font la moyenne des gens, ce que fait la moyenne des gens, c'est de manger voilà, les glucides, des desserts, des pâtisseries, des fruits, des ci, des là. Puis il y a la petite route. Et on est libre. On est libre. Et moi, maintenant, c'est en conscience que je sais absolument quelle route je veux prendre et que je veux garder jusqu'au bout, hein, ça, c'est... Et donc, en juin, j'ai dit, c'est bon. Ma fille devait partir, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile quand on est à plusieurs en famille. Il faut... Des fois, voilà. Bon, moi, le fait que ma fille parte un petit peu à l'étranger pendant quelques mois, ça a été difficile. Mais j'ai dit, non, il faut que je renverse ça. Et au contraire, que je me dise, profitons de cette solitude pour pouvoir organiser ma vie dans de bonnes conditions. Puisque j'ai personne, c'est royal. Donc, j'ai eu un travail de switch, parce que je n'avais pas trop le moral. Et donc, voilà. Donc, depuis le 1er juin, je suis vraiment en alimentation cétogène, avec vraiment beaucoup de bonheur. Je suis super contente. Là, j'arrive à presque 17 kilos perdus. Tranquille, chilling, comme on dit. Ça me fait une moyenne de 3 kilos et quelques par mois. C'est mon corps qui décide. Maintenant, donc il y a ça. J'ai perdu 14 cm de tour de taille. Et quand on sait combien la graisse abdominale est dangereuse pour la santé, c'est au-delà de l'esthétique, là, on n'en est plus à... Voilà. Bon, après, c'est le bonus, l'esthétique, mais c'est d'abord la santé. Et j'ai perdu 10 cm de tour de hanche, donc je suis assez contente aussi. Puis là, j'en suis à la moitié à peu près, j'en ai encore entre 15 et 20, mais c'est mon corps qui décidera quand il voudra arrêter de perdre. Parce que maintenant, j'ai décidé de le chouchouter, parce que je l'ai beaucoup trop malmené. J'ai eu des anneaux gastriques aussi à l'époque. J'en ai eu 2, enfin pas en même temps, mais en urgence, j'ai dû rentrer parce qu'il était antéversé. Enfin, il y avait une inversion de. Plusieurs fois, j'ai failli laisser ma peau par rapport à ça. Maintenant Comment? Oui. On te les a retirés? Oui, ok. Ah oui. Il est arrivé un moment, en fait. D'ailleurs, le chirurgien, il voulait pas me le retirer. C'était ma dernière grossesse. Je l'ai passée avec l'anneau gastrique. Alors, j'ai un petit message. Excusez-nous pour cette petite interruption de vidéo. On a eu un petit problème technique. Donc Mireille, tu es en train de parler des anneaux gastriques qui t'avaient été retirés. Donc, tu peux continuer à nous expliquer la situation. Oui. Alors, pour revenir à l'anneau gastrique, déjà, je voulais quelque chose de réversible quand même parce que ça me faisait peur, mine de rien. Et c'est vrai que ma dernière grossesse, j'ai pris que, je dirais, 13 kilos, ce qui est un exploit quand à chaque grossesse, je prenais plus de 20 kilos. Ça a été un garde-fou. Mais alors, combien c'était difficile. La vie sociale, archi zéro, quoi. Parce que dès le début du repas, je sentais, quand ça commençait à passer de travers, je sentais que mon repas, il allait être abominable, que je n'allais pas cesser d'aller régurgiter. C'était pas vomir, hein, mais ça passait pas. Hop, fallait régurgiter, mais c'était insupportable. Et alors, au restaurant, je vous en parle même pas. Un jour, je me rappelle, le serveur, il n'arrêtait pas de me regarder. Aller aux toilettes, revenir, aller aux toilettes, revenir. Mais après, il est venu, il me dit, est-ce que tout va bien? Je n'allais pas lui raconter ma vie. Je lui dis, oui, tout va bien. Mais après, c'est gênant. Bon, c'est comme ça. Maintenant, ils en font plus trop, je crois. Et maintenant, ils font plus d'autres opérations. Ils sont soit des sleeves, c'est-à-dire, techniquement, on réduit le volume de l'estomac, soit des bypass, c'est-à-dire que là, c'est vraiment de la tuyauterie. On court-circuite une partie de l'intestin, l'absorption des nutriments. Et là, c'est une vraie boucherie, c'est une catastrophe. Mais clairement, je vais juste faire une petite parenthèse parce que les gens ne le comprennent toujours pas. On parle de régime cétogène comme on parle de régime occidental, comme on parlerait de régime des Inuits ou je ne sais pas quoi. Un régime alimentaire, en fait, c'est une façon de manger sur une certaine population. Mais il n'y a pas de connotation temporaire. Et techniquement, aujourd'hui, le régime occidental moderne, riche en glucides, c'est une hérésie, ça rend tout le monde malade. Le régime cétogène, c'est le régime normal pour les humains, de la naissance à la mort. Ce n'est pas quelque chose qui sera adapté à certaines personnes et pas à d'autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire de façon temporaire. Le régime cétogène, il est bon pour l'anorexie.
Le régime cétogène, il est bon pour la boulimie, il est bon pour l'obésité morbide, il est bon pour inverser une stéatose hépatique, il est bon pour perdre massivement du poids, il est bon pour avoir une meilleure concentration, il est bon pour les sportifs de haut niveau. Il n'y a pas de cas, en fait, où le régime cétogène sera à déconseiller. Alors, il peut y avoir, bien sûr, quelques personnes concernées dans le monde par certaines pathologies génétiques, mais c'est quelques personnes, de la même manière qu'il y a des gens qui sont clairement intolérants au glucose. Il suffit qu'il manque une enzyme et vous mourrez. Typiquement, il y a une maladie qui s'appelle GLUT1 déficient, qui touche directement le métabolisme du glucose. Le régime cétogène est génial sur ça. Tous les enfants qui sont touchés par cette pathologie passent en régime cétogène, mais on peut avoir d'autres maladies génétiques qui concernent les gens sur certains acides gras, etc. Mais ça concerne 0,001% de la population humaine. Donc le régime cétogène, c'est le régime normal pour l'être humain, comme c'est normal de donner de la viande à un lion et de l'herbe à une vache. Donc, il faut bien sortir cette connotation temporaire en disant « Ah ben, je fais un régime cétogène pendant 6 mois pour perdre du poids ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez une alimentation occidentale qui est délétère pour tout le monde, à long terme, à moyen terme, voire à court terme. Et le régime cétogène, c'est juste en sortir. Et donc, c'est pour ça qu'on inverse beaucoup de pathologies. Bien sûr, il y a des choses qui prennent du temps. Vous avez des cellules de notre corps qui se régénèrent en quelques jours. Par exemple, les cellules de l'estomac, de l'intestin. Les cellules du foie, par exemple, il faut 2 à 3 ans pour le régénérer. Donc, quelqu'un qui a une lésion hépatique, ça prend du temps pour régénérer ses tissus. Et il faut savoir que vous serez un homme ou une femme neuve au bout de 7 ans. Il faut 7 ans pour changer toutes les cellules de notre corps. Elles ont toutes une durée de vie plus ou moins longue, mais pour être un homme neuf, il faut 7 ans. Donc, quand on a de lourdes pathologies ou quand on veut inverser massivement des choses, etc., bah, des fois, ça peut prendre des années. Et il faut savoir Donc, on formule correctement son régime cétogène au niveau des macronutriments. On le formule aussi au niveau des micronutriments et on atteint son objectif. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand vous faites le choix du régime cétogène, premièrement, c'est un choix définitif. C'est ça. Vous n'êtes pas là pour faire un régime temporaire en disant je fais 3 mois le régime cétogène, je perds 10 kilos et hop, je reviens à mon ancienne vie. Dès que vous revenez à votre ancienne vie, vos anciens problèmes reviennent aussi. Ils sont totalement liés. Oui. Donc, c'est un choix à vie. Et après, c'est quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de durable, sans restriction, sans frustration, etc. Et c'est pour ça que quand il y a des problèmes avec le régime cétogène, les gens le vivent comme une frustration. Il y a quelque chose qui n'est pas apporté par le régime cétogène. Hop, ils en sortent. Et leurs problèmes reviennent. Typiquement, une source de stress comme tu as vécu avec... Moi, j'ai accompagné aussi ma maman en fin de vie. Je sais ce que c'est que ce genre de stress. C'est dur. Le régime cétogène peut aussi vous accompagner dans ces moments-là à condition de trouver des éléments réconfortants, entre guillemets. Il faut que vous puissiez trouver le même réconfort dans le régime cétogène que vous aviez dans un régime occidental normal. Typiquement, il y a des gens, quand ils ont besoin de cet afflux de nourriture important pour se réconforter, eh bien, on peut trouver la même chose avec le régime cétogène. Il n'y a pas de problème à faire une orgie de côte de bœuf ou même des produits laitiers avec du fromage ou des choses comme ça. En fait, l'important, c'est de trouver des choses qui arrivent à vraiment profondément vous satisfaire pour en rester. Et après, le poids, ce n'est pas un problème. Même si vous êtes en prise de poids à ce moment-là, vous prenez du poids en cétogène. Ce n'est pas du tout la même chose que de retourner avec un métabolisme, entre guillemets, délétère, totalement lié aux glucides. Faire une orgie d'aliments cétogènes, ce n'est pas du tout le même impact que de faire une orgie d'aliments très riches en glucides, très riches en sucre. Et idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Et quand on peut le faire, bien sûr. Toi, tu as eu des soucis, tu as réglé tes soucis, tu reviens au régime cétogène. Maintenant, tu as vraiment une approche durable à la fois pour le poids et puis pour la longévité, vieillir en bonne santé. Et ça, pour moi, c'est super important parce que dire je vais vivre jusqu'à 90 ans, pour moi, ça ne veut rien dire si on passe 30 ans dans un fauteuil roulant. Donc, l'important, c'est de vivre en bonne santé. Et le régime cétogène pour la longévité et la longévité en bonne santé avec une bonne masse musculaire, totalement indépendant, c'est pour moi très important de faire ce choix-là le plus vite possible. Donc, bravo. Oui, mieux tard, bien sûr, ça c'est clair. Voilà, j'ai toujours le regret de dire oui, mais il y a 10 ans, etc., etc. Mais bon, maintenant, il faut regarder devant. Hein, le rétroviseur, on jette un coup d'œil, mais on ne s'y attarde pas. Ça ne sert à rien. Il faut que ce soit formateur. Et je dirais qu'aussi cette prise de conscience de ce que je mets dans mon corps, quel impact ça a, ça englobe après l'hygiène de vie, bien entendu, mais aussi une certaine, alors le mot va peut-être faire peur, mais une certaine spiritualité, dans le sens où on comprend complètement on vit, comment on vit, pourquoi on vit, en fait, ce qu'on met dans son corps. Notre carburant, enfin,
vraiment un tout. Et ça m'a beaucoup aidé aussi déjà, puis à respecter évidemment, ça avait été aussi dit, respecter aussi la nourriture que l'on ingère, qu'elle soit vivante ou pas vivante, etc. Le travail qu'il y a derrière aussi, je vois toutes les semaines maintenant, je prends un panier bio. Pas très loin de chez moi, il y a une ferme vraiment super tenue par des jeunes qui sont très voilà. Et je les soutiens et toutes les semaines, je choisis un panier. Donc, l'avantage par rapport à la MAP, la MAP, on me donnait des aliments qui ne me conviennent pas, que là, je choisis. Il y a une petite boutique chaque lundi. Et donc, je peux choisir tous mes légumes, etc. Mes œufs, alors ce sont des œufs, mais vraiment, d'ailleurs, les œufs sont ma source de protéines principale. Je les mange à toutes les sauces. Mais là, ce sont des œufs de leur poule, voilà. C'est cueilli le jeudi matin, alors pas les œufs, mais jeudi matin, ils cueillent leurs légumes et ils nous livrent le jeudi après-midi, tu vois. Donc, ça peut être vraiment difficilement faire mieux. Mais tout ça pour dire que, voilà, après, on prend conscience de ce qu'on ingère. Un légume, il ne pousse pas sur l'étal du supermarché, quoi. Je veux dire, tu prends conscience de toute la chaîne, de tout ce qu'il y a avant, le travail, enfin, voilà. Pourtant, je ne suis pas une petite fille quand même, mais tout ça, je n'en avais pas vraiment conscience parce que la facilité, allez, on va acheter ça et les choses commencent au magasin. Mais non, les choses, elles commencent il y a longtemps avant le magasin, en fait. Il y a une vraie déconnexion dans le monde occidental moderne, hein, j'accuse personne, mais il y a une vraie déconnexion parce qu'on a des citadins qui vivent dans des villes, on a des gens qui vivent à la campagne. En fait, il y a une rupture entre les deux et il y a des gens, ils ne savent plus rien de ce qu'ils mangent. Hein. Et concrètement, c'est une vraie catastrophe. Par exemple, j'ai beaucoup de livres sur le sujet qui nous expliquent comment les micronutriments ont été totalement épuisés de nos légumes. Pour faire simple, 80% en moins de micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments dans nos végétaux depuis un siècle. 80% en moins. Sur certains micronutriments, comme le cuivre ou d'autres, ça monte jusqu'à 90-95%, ils sont épuisés. En fait, tous ces légumes, tous ces fruits et légumes ont été faits pour avoir des facilités de culture, des facilités de transport, des facilités de stockage. Mais ils ont pu être créés, fabriqués, cultivés pour nous nourrir. Techniquement, quand on fait une tomate aujourd'hui qui va pousser hors sol avec une soupe dans laquelle les racines vont baigner, il n'y a même pas de terre, cette soupe-là, elle est faite pour faire de la grosse tomate vite, qui se conserve bien, c'est-à-dire qu'on peut presque la faire tomber par terre et il ne va rien lui arriver. Et puis en plus, on peut presque la laisser 3 mois sur la table de salle à manger, elle ne va même pas pourrir. Donc c'est des végétaux qui ont été vraiment orientés pour l'industrie, mais qui n'ont pas été fabriqués, créés, inventés pour nourrir l'être humain. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. Et c'est pour tout comme ça. Et donc les gens n'en ont pas conscience. Il y a une vraie déconnexion. Les gens ne savent plus comment est élevé le bœuf, comment est élevé le porc, comment poussent les végétaux, comment les animaux sont tués concrètement. C'est pour ça que dès qu'il y a un scandale à la télé, ça y est, tout de suite, ça prend des proportions pas possibles parce que les gens sont déconnectés que quand ils ont un beefsteak haché dans leur assiette, derrière, il y a un animal qui a été tué quand même. Hein. Donc, il faut savoir ce que c'est, comment ça a été fait, l'éleveur, dans quelles conditions il élève ses animaux, etc. Et pour moi, c'est pour ça que j'invite les gens à devenir consomme-acteurs, c'est-à-dire consommateurs et acteurs de leur consommation. Et pas juste prendre des barquettes dans les supermarchés, mais vraiment essayer de se renseigner, comprendre ce qui se passe derrière. Et l'idéal, c'est vraiment d'aller voir les producteurs, que ce soit un maraîcher, que ce soit un fromager qui va faire ses fromages, un agriculteur qui va faire pousser les aliments ou un éleveur qui va élever les animaux. C'est important d'aller les voir juste pour se reconnecter à d'où vient ma nourriture, en fait. Hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Les gens ne se rendent pas compte qu'on en arrive à une hérésie complète. La moitié de la production alimentaire mondiale n'arrive même pas sur nos étals et est détruite avant. Et il y a un tel gâchis monumental. Moi, tu vois, quand je faisais beaucoup de kilomètres dans le temps, je voyais beaucoup en France. Ici, aux États-Unis, c'est pas pareil parce qu'on consomme pas pareil. Mais il y a un gâchis. Je voyais des fois des baguettes de pain dans les poubelles, toutes droites, mises dans les poubelles comme ça. Et là, tu te dis, il y a des gens, ils mangent pas dans le monde. Hein. En fait, il y a une telle déconnexion entre une forme d'abondance d'un côté et un non-respect de l'autre, alors que nos anciens, ils ne faisaient pas ça. Hein. Il n'y avait rien qui était jeté en termes de nourriture. Au pire, c'était préparé différemment. Il y avait plein de recettes pour recycler les choses. Et le pire du pire, à la fin, vraiment les épluchures, etc., ça allait au poulailler, ça allait nourrir les cochons, il n'y avait rien qui était jeté. Aucune nourriture jetée. Et je pense qu'il faut revenir à ça parce qu'on a été trop loin dans l'excès de notre vie moderne. Mais c'est facile d'y revenir quand même quand on prend conscience de tout ça. Moi, je vois, je jette très peu de choses. Mais oui, le fait de réaccommoder les restes,
Parce que maintenant, j'arrive à en faire des restes, parce qu'avant, j'arrivais pas. Avant, bon, ben, je mangeais, finis ton assiette, le leitmotiv, finis ton assiette, finis ton pain, finis ci, finis là. Bah oui, je finis tout, mais maintenant, je finis trop de choses. Donc là, j'ai pris de la distance avec la nourriture, je l'apprécie mieux. C'est le plus la qualité que la quantité. Et quand je ne finis pas, parce que j'ai quand même gardé en moi d'avoir une grande famille, ça m'a un peu traumatisée, on va dire, parce que j'ai du mal à cuisiner rien que pour moi, en fait. J'ai toujours mes grosses gamelles, en fait, et je cuisine beaucoup, en fait. Je fais trop. Alors bon, j'arrive à congeler, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je jette rien malgré tout. Je réaccommode. Et puis on a des bonnes recettes aussi, là, avec qui je mets tout. Hein. Tout ce qu'on a dans le frigo, on met voilà, non, mais c'est vrai que c'est une façon différente de penser. Il faut penser avec un grand champ, en fait. Faut pas avoir des œillères, faut pas regarder juste sa petite assiette ou son petit. Il faut avoir une vision très, très large de notre environnement, hein, au-delà Il faut de aussi faire marcher sa notre. tête parce qu'on est arrivé à des choses qui sont vraiment stupides. Toi, pour moi, l'exemple type de la chose vraiment stupide, c'est aller mettre une date de péremption sur un paquet de sel. Concrètement, tu prends du sel, une mine de sel, ce sel est là depuis des millions d'années, et ils vont te mettre sur un paquet périmé dans 1 an. Allô? Réveillez-vous. Enfin, à un moment donné, il y a une telle déconnexion, ne serait-ce que les dates de péremption, franchement, c'est une hérésie, c'est une catastrophe. Il y a des choses qui sont périmées officiellement, mais qui sont tout à fait consommables sans le moindre risque. Donc, faut revenir un peu à du bon sens avec ça, pour éviter de jeter un yaourt parce qu'il a une journée dépassée ou des choses comme ça. Enfin, ça n'a pas de sens. Même plus, hein, je peux te dire franchement, des yaourts, des fois, moi, ils ont quelques mois. Je veux dire, je fais confiance, je sens si l'aliment est bon à consommer ou pas. C'est pas parce qu'il y aura marqué, mais déjà, des fois, on me disait, ah, mais non, mais regarde, c'est plus bon. Ben, attends, si, c'est encore bon. Je le mange et j'ai jamais été malade parce que, enfin, je veux dire, servons-nous de nos sens, quoi, on n'est pas stupide. Exactement. Une huile qui rance, par exemple, ça se sent tout de suite. Hein. Par exemple, on prend une huile végétale en particulier, et il vous reste juste un quart ou un cinquième de la bouteille, elle a été oxydée avec l'air et la lumière, vous ouvrez la bouteille, à l'odeur, on sent une odeur de rance sur l'huile, même si la date est encore bonne. Oui. Alors qu'à côté de ça, une crème fraîche, par exemple, prenez une crème fraîche dans un frigo, 1 mois après, il va rien se passer, quoi. Enfin, c'est une crème fraîche. Un yaourt aux fruits, ça peut être dangereux, par exemple, parce qu'il y a des fruits qui ont été mélangés au yaourt. Là, le fruit dans le lait, ça peut être, mais un yaourt nature. Voilà, donc il faut juste revenir un peu au bon sens pour respecter les aliments, mieux s'organiser, acheter moins de certaines choses quand on n'est pas capable de les manger, ou les manger différemment. Il y a des fruits, il y a des légumes par exemple qui vont perdre leur fermeté, et ben faites-les bouillir, poêlez-les, enfin il y a toujours une solution. Mais moi j'invite vraiment les gens à être sensibles sur à vraiment un grand respect sur la nourriture. À la fois parce que c'est de l'argent déjà, et puis c'est quelque chose qui nous nourrit, donc c'est pas n'importe quoi. Et puis derrière, il y a des gens qui ont travaillé et éventuellement des animaux qui sont morts. Donc ça se respecte. C'est ça. C'est ça, parce que quand enfin, moi je pense aux maraîchers, parce que par rapport à la viande, il est vrai que je suis pas très viande. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est éthique. Voilà, je pense à l'animal effectivement. J'ai un peu des états d'âme par rapport à ça. Donc après, ça m'appartient. Hein, je fais pas le procès de personne. Hein, enfin voilà. J'aurais plus de facilité à manger de la volaille. Pourtant, c'est vrai qu'une poule aussi, ça peut être attachant. Mais bon, j'en suis pas encore là. Voilà. Mais c'est vrai qu'un gros mammifère, un mammifère, c'est vrai que j'ai un peu Mais l'autre jour, j'ai regardé une de tes interviews avec une dame, mais vous avez parlé de steak tartare, mais d'un coup, je me suis dit, mais j'ai trop envie d'un steak tartare. Et je suis allée au magasin bio à côté, là, j'ai acheté deux steaks hachés et je me les suis fait sur chaque repas en tartare. J'en avais besoin. D'un coup, je me suis dit, mais ça me donne trop envie. Alors, c'est vrai que je me suis dit, peut-être que si j'en avais envie, c'est peut-être parce que j'en avais besoin aussi. Donc, je ne suis pas allée contre mes envies. Et j'ai mangé, donc, sachant que j'avais toute confiance dans cette viande-là. Donc, mais autrement, c'est vrai que je mange principalement en protéines des œufs ou de la volaille. J'aime beaucoup la volaille avec des épices. Pour moi, c'est vraiment une question d'éthique parce que au centre du sujet, c'est vraiment un débat sur la souffrance animale. Pour moi, on doit tuer un animal proprement sans souffrance. À partir du moment où ça c'est fait, donc élevé sans souffrance, pas maltraité, et un animal heureux, on voit des vaches heureuses qui sont dans les prés, on voit des bœufs heureux qui sont dans des prés. Idéalement même tuer dans la ferme, parce que le transport est une forme de stress. Et il ne doit pas y avoir de souffrance. À partir du moment où ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Et on voit d'ailleurs
des choses éthiques très différentes d'un pays à l'autre. En Europe, par exemple, on a encore des boucheries chevalines. En France, en Belgique, aux États-Unis, même pas en rêve, tu leur commences à leur expliquer que tu vas manger du cheval. C'est comme si tu disais que tu vas manger du chat ou du chien. En fait, c'est un animal de compagnie. Enfin, tu touches pas aux chevaux, quoi. Et même chose avec le lapin. En France, on mange relativement facilement du lapin. Ici, il n'est pas consommé le lapin. Donc, ça dépend, en fait, cette vision éthique de je consomme cet animal ou je ne le consomme pas. C'est très dépendant de la façon de vivre dans chaque pays. Il y a des animaux qui sont consommés dans un pays et pas dans un autre. Ça ne verra même pas à l'idée, quoi. Donc, mais l'important pour se remettre en accord avec soi-même, c'est vraiment cette notion de souffrance et de respect de l'animal. Pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas de problème à tuer un animal proprement sans souffrance. Personne n'y voit rien à dire. Quand ça commence à durer longtemps, quand il commence à y avoir des signes de souffrance, pour moi, c'est plus supportable. Et donc, du coup, c'est pas normal. Et on n'a pas à le cacher parce que les gens qui font ça, les gens qui travaillent dans les abattoirs, etc., ils doivent être fiers de leur travail. S'ils sont obligés d'y aller en état dépressif ou en ayant l'impression de faire un carnage tous les jours, mais c'est juste humainement insupportable. Donc, personne ne devrait avoir à faire ça. Personne ne devrait être forcé de faire ça non plus. Voilà. C'est la clé pour moi. Mais c'est vrai que mettre à mort un animal, oui, voilà, c'est un acte fort. Il faut en avoir conscience. Et après, moi, je me souviens, mes grands-parents avaient un petit cabanon, voilà, et ils avaient des animaux. Mon grand-père, c'était vraiment un homme des bois. Et par contre, quand il tuait le lapin, bon, déjà, il voulait pas qu'on soit dans les parages. Il voulait absolument pas qu'on voit ce qui se passe. Mais on entendait le lapin qui couinait. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas normal. Non, moi, tuer un lapin, c'est simple en fait. Vous le prenez par les pattes et vous lui mettez un coup judet à la tête. C'est les cervicales qui sont fracturées immédiatement. Il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucun cri, il n'y a rien. Le lapin, il n'a même pas vu qu'il allait mourir. Pareil pour un poulet. Après, il le Un poulet, on saignait fait la même aussi chose. par rapport à la sauce, par rapport au civet, tout ça. Et c'est vrai que j'ai gardé un peu. Mais il ne doit pas y avoir de tout ça souffrance. parce que. Le poulet, c'est pareil. Vous prenez un poulet par les pattes, prenez un gourdin en bois, vous le tapez juste derrière la tête. Enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut inventer. Je ne vous conseille pas de faire ça si personne ne vous a montré. Les anciens, ils savent très bien faire ça. Si vous voulez apprendre à faire ça, faites-vous former par quelqu'un. Et l'animal, il ne souffre pas. Il n'y a aucune souffrance. C'est une mort directe. Et c'est à ça qu'il faut viser. Parce que c'est la souffrance, en fait, qui est insupportable. Quand vous avez certaines, par exemple, mises à mort qui respectent certains processus religieux, un bœuf, c'est 14 minutes de souffrance. 14 minutes. C'est insupportable. Donc, et les gens, s'ils devaient le faire par eux-mêmes, ils ne le feraient pas. Il n'y a que quelques personnes qui le feraient. Donc, à un moment donné, il faut juste être responsable de ce qu'on fait. Soit c'est carrément insupportable pour vous, dans ces cas-là, vous ne mangez pas de protéines animales. Soit ça doit être fait avec une certaine règle éthique supportable. Et dans ces cas-là, ça doit être fait correctement. Et là, vous pouvez consommer ces produits-là. Pour moi, c'est juste être responsable. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas à quelqu'un quelque chose qu'on serait incapable de faire soi-même. C'est ça, une forme de responsabilité. Voilà. Alors, ça éveille concrètement, la conscience, on sait ce qu'on mange. Oui, tout à fait. Non, on a un petit décalage. T'inquiète pas, on va se couper, c'est normal. Et donc concrètement, comment tu t'organises depuis, donc on va dire le mois de juin, dans ton régime cétogène? Tu fais plutôt 3 repas, 2 repas, 1 repas. Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Comment tu t'organises? Alors, avant, je vais remonter il y a quelques années en arrière quand j'avais commencé, parce qu'en fait, j'ai eu donc un faux départ. Mais souvent, moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. J'ai des faux départs et après, j'ai des vrais départs. Et pour le tabac, ça a été comme ça. C'était la petite parenthèse. J'ai eu 2 faux départs et là, maintenant, ça y est, j'arrive à bientôt à 20 ans voilà. Donc, pour l'alimentation cétogène, il y a quelques années en arrière, en fait, j'avais pas très bien compris. Déjà, c'était des concepts complètement nouveaux. Donc, je démarrais vraiment de zéro. Je n'avais pas compris je croyais qu'il fallait prendre beaucoup de gras, qu'on maigrissait avec beaucoup de gras. J'avais compris qu'il fallait avoir un taux de cétone qui explose. Enfin, j'avais un peu tout compris de travers. Et que maintenant, j'ai revu mes fondamentaux et j'ai compris maintenant que tu l'as pourtant beaucoup expliqué, mais c'est vrai que voilà, les leviers, l'histoire des leviers, on appuie plus ou moins suivant ce qu'on veut. Sachant que moi, c'est plus pour une perte de poids plutôt que c'est pas du thérapeutique. Vraiment, c'est une perte de poids. Donc, le levier du gras, c'est lui que je dois faire attention à pas trop activer pour pouvoir utiliser ma graisse corporelle, tu vois. Donc, alors, pour en revenir à la question, maintenant, je suis mon appétit parce que j'ai découvert la satiété. Là aussi, mieux vaut tard que jamais. J'ai
traversé ma vie sans savoir ce qu'était la satiété. Parce que depuis le début, ben, ce signal, on me l'a complètement annihilé avec t'es fini tes assiettes. Alors bien sûr, il ne fallait pas me le dire 2 fois de finir mes assiettes. Mais la satiété, c'était vraiment une notion que je ne connaissais pas. Et en l'apprenant et en la découvrant, je m'aperçois que j'ai plus respecté aussi, enfin là je fais plein de digressions, plus respecté aussi le cycle alimentaire de mon dernier enfant que de mes aînés, parce que j'étais dans l'ignorance au début. Et moi aussi, j'ai refait les mêmes erreurs, fini ton assiette, patati patata, que la petite dernière, elle mangeait, à un moment donné, elle s'arrêtait et elle me faisait fini, elle faisait le signe comme ça. Et c'était tellement. Les enfants, ils savent. Enfin, on devrait savoir. On a tous les signaux en nous. On est formidablement créés avec tous ces signaux-là et on les écoute pas. Et quand la gamine du haut de ses quelques années me faisait c'est fini, j'ai plus faim. Bon, jamais je lui ai dit finis ton assiette, jamais, jamais. Et elle n'a pas de problème de poids. Donc ça, c'est une belle victoire. Une belle victoire. Pour Donc maintenant l'anecdote, parce que que je j'ai vu un découvre. commentaire il n'y a pas longtemps qui disait si on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, ils vont manger que des bonbons. Donc ça, c'est ce que les gens croient. Moi, j'ai toujours dit aux gens, partout dans mes livres, la Ceto Academy, j'ai dit croire n'est pas savoir. Ça n'a rien à voir. Hein. Croire quelque chose, c'est s'imaginer que, basé sur aucune preuve, etc., on y croit quoi. Savoir, c'est quelque chose qui a été fait, vérifiable, on a des données, etc. Donc, est-ce qu'on sait? Oui, on sait. 1939, j'ai une étude, qui a été fait, une grande étude qui a été faite aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe si on laisse les enfants à eux-mêmes, à partir de 6 mois, manger ce qu'ils veulent? Nos limites. C'est-à-dire qu'ils avaient tout un tas de nourriture à disposition. Alors, bien sûr, c'est la nourriture de 1939. Donc, ils avaient accès à des légumes, de la viande, des laitages, etc. Et même de l'huile de foie de morue. Je te dis, 1939. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont suivi ces enfants-là pendant 6 ans et ils se sont aperçus que pendant 6 ans, les enfants, ils n'avaient aucun problème. Il y avait plus de problème de régurgitation, de vomissement, de constipation, de diarrhée, de poids. Il n'y avait rien. Et ils ont même mis en évidence que les enfants qui commençaient à être touchés de rachitisme, donc de manque de développement osseux, petite taille, etc., ils allaient d'eux-mêmes vers l'huile de foie de morue. Ça veut dire que les êtres humains, comme tous les animaux sur Terre, ont des mécanismes qui ne sont certainement pas encore scientifiquement bien documentés pour aller vers les aliments dont ils ont besoin à un moment donné. Les animaux, parfois, ils sont malades, ils ont besoin de se purger, ils ont besoin. Et ils vont manger des végétaux, des choses qu'ils ne mangent pas d'habitude. Comment ils peuvent savoir? On a fait des études sur des chimpanzés qui utilisaient, sur une pathologie précise, une pousse précise pour se guérir. Comment ils peuvent savoir? Ils n'ont pas de documentation, ils n'ont pas PubMed pour aller voir ça, ils n'ont pas de médecin. Parce qu'on a des mécanismes profonds que finalement, on essaye de faire taire, de ne pas écouter. Mais des enfants, et j'ai l'étude, les gens, s'ils me demandent cette étude, je peux la donner, en 1939, on a la preuve que des enfants laissés livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent en quantité, en nombre de repas, etc., en fait, ils font parfaitement ce qu'il y a besoin de faire. Il ne faut juste pas venir les dérégler avec un long apprentissage de bonbons, de gâteaux, de boissons sucrées, etc., qui là va déjà tout chambouler. Mais si on le fait tôt, naturellement, on est câblé correctement. C'est vrai, bah, tout à fait. Et pour en revenir à ma fille, bon, elle a 20 ans maintenant, hein, c'est une jeune femme, une petite jeune femme. Bon, pas de problème de poids. Les sodas sucrés, tu lui en présentes, elle va te dire non, non, j'aime pas ça. Enfin, je ne veux pas dire que voilà, mais ça fait partie de l'éducation. Depuis toute petite, elle a suivi ses envies. Elle n'en avait pas envie, elle n'en a pas eu. Et d'ailleurs, maintenant, bah, on lui dit ah bon, mais t'aimes pas le coca, t'aimes pas ci, t'aimes pas là. Elle va dire bah non, non, ça me donne pas envie, j'ai pas envie. Mais elle n'est pas exceptionnelle. C'est comme ça qu'on devrait être. Mais comment dire, on fausse tout avec des fausses croyances et puis le corps médical aussi. Mais par contre, le corps médical, je voudrais quand même saluer que j'ai un médecin depuis 2012, une dame, une médecin qui est formidable et qui m'encourage dans l'alimentation cétogène. Alors elle est vraiment mais elle a vraiment elle est très très ouverte, elle est intellectuellement très intéressante, elle se documente. Elle est allopathique, mais avec aussi beaucoup d'homéopathie et d'huile essentielle, etc. Mais elle n'est pas sectaire en fait. C'est-à-dire que s'il faut un antibiotique, elle va le donner. Mais là, l'autre fois, j'ai eu un refroidissement. Elle m'a donné des huiles essentielles en quelques jours. C'est reparti, quoi, je veux dire. Et là, elle est très contente parce qu'elle me dit, voilà, elle voit, tous les mois, je la vois pour faire justement le contrôle et elle m'encourage. Alors, elle me dit de faire attention au laitage par rapport pro-inflammatoire parce que moi, j'avais une CRP toujours très, très élevée.
Mais là, ça a tendance bien à baisser aussi. Mais ce que je veux dire, c'est important aussi d'être soutenu par son médecin de famille parce que c'est un allié, un sacré allié. Ah Voilà, oui, tout à fait. Quand on peut se faire aider, appuyer, enfin, en tout cas, au moins pas enfoncer par son médecin, c'est super important et c'est juste la preuve d'une ouverture d'esprit parce que le médecin est là pour accompagner, soigner les gens. Il n'est pas là pour arriver avec une religion en disant c'est ça que vous devez faire. Si vous faites quelque chose qui fonctionne et que le médecin ne comprend pas, un bon médecin va dire ah bah ça m'intéresse, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Donnez-moi des informations parce que ça m'intéresse. Comment vous êtes arrivé là? Bon. Et puis le médecin obtus va être non, c'est pas possible. Ou c'est un mauvais diagnostic, ou alors vous mentez, ou alors bon, on a vu plein de choses qui sont humiliantes pour le patient. Oui. Ah il y a le sachant et puis il y a l'autre. Et l'autre, nous, on est des pauvres R en fait. Comme je dis, des monsieur, madame, tout le monde. On n'a pas de formation médicale. Mais nous, ce qu'on sait, notre expérience, on la ressent. Donc, on sent si ça nous fait du bien ou pas. Et si le médecin, il est imperméable, si on lui dit non, mais ça me fait pas du bien, il n'y a pas de dialogue en fait, c'est un dialogue de sourds parce que le sachant, il veut après imposer son savoir. Mais là, avec cette Toubib, c'est génial. D'ailleurs, je repars de chez elle, j'ai pas d'ordonnance, j'ai rien. Et ça me fait penser aussi que, alors, je sais que l'alimentation cétogène et aussi l'iode, parce que je prends de l'iode suivant tes conseils, mais là, depuis quelques années, c'est vrai que j'aurais jamais pensé à prendre de l'iode. Et là, tous les jours, j'en prends. Eh bien, j'avais une hypothyroïdie, légère, certes, mais j'avais quand même un petit comprimé à prendre tous les jours. Et là, ça fait quelques années maintenant, ça fait peut-être 2-3 ans. Ma TSH, tout ça, c'est parfait. Je ne prends plus rien. Donc, je suis assez contente parce que je me suis libérée et des antidépresseurs à une époque et de médicaments pour la thyroïde. Je repars de chez le médecin. Franchement, je n'ai pas d'ordonnance, je n'ai pas de traitement. C'est génial. Je suis parce que, moi, d'un côté, je pense connaître beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup d'humilité en me disant que ce que je sais, en fait, c'est rien comparé à tout ce qui va être découvert dans les prochaines décennies, dans les prochains siècles. Il y a plein de choses aujourd'hui, plein de mécanismes qu'on imagine, mais en fait, on ne sait rien. J'aime bien écouter Didier Raoult, qui est pour moi un puits de science, et il nous enseigne une chose élémentaire, c'est que tout ce que lui-même il a enseigné en tant que professeur, en gros, au moment où il l'enseigne, c'est déjà faux. Et quelques années plus tard, c'est clairement prouvé. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de s'arranger et d'avancer avec des choses à moitié vraies, en gros, globalement, parce qu'on ne connaît pas vraiment les mécanismes. Et quand on commence à vraiment connaître les mécanismes, on se rend compte que tout ce qu'on sait, c'est faux. Et on le voit très bien avec le régime occidental aujourd'hui. Le régime occidental est vraiment la source, clairement, de 80-90% des maux de société. Tu parlais d'iode. Moi, j'ai énormément de littérature d'un grand chercheur belge qui a tiré l'alarme depuis au moins 40 ans sur l'iode. On est carencé en iode en Occident, en Europe, 80% d'apport en iode insuffisant. Il y a des dommages majeurs. Il y avait eu un documentaire qui a été passé sur France 5, c'était Demain tous crétins, où il expliquait en fait que l'iode participe au développement cérébral des enfants, du fœtus et des enfants. Et on voit très bien que les apports insuffisants en iode, là, c'est une alerte. Donc, pour la thyroïde, l'iode participe à la création, indispensable à la création d'hormones thyroïdiennes. C'est des hormones qui sont, entre guillemets, inertes. Et après, elles sont converties grâce au sélénium en hormones actives. Donc, à la fois l'iode et à la fois le sélénium, c'est des apports indispensables pour une thyroïde saine et des hormones thyroïdiennes suffisantes pour être en bonne santé. Et on voit que le premier impact d'hormones thyroïdiennes insuffisantes, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Et donc, dès lors qu'on arrive à avoir une thyroïde en berne, c'est-à-dire métabolisme de base écroulé, prise de poids facilitée, perte de cheveux, température corporelle qui baisse, bim, hyperperméabilité intestinale, et c'est là que les maladies auto-immunes arrivent. Donc tout est lié en fait. Et ne pas alerter sur l'iode, tu vois, il y a un siècle, il y avait une vraie épidémie de goitre, c'est-à-dire la thyroïde qui va être très très grosse avec un cou gonflé, etc. Donc c'est là qu'ils ont commencé à dire on va faire prendre un complément alimentaire à tout le monde sans leur dire on va mettre de l'iode dans le sel de table, parce qu'à la base, il y a très peu d'iode dans le sel, donc on en met massivement. Et puis après, en même temps, dans les années 60, ils ont dit aux gens arrêtez de manger salé parce que ça crée de l'hypertension. Du coup, les gens ont arrêté de manger de sel enrichi. Puis après, il y a eu une mode vers le sel naturel, le sel de mer. Mais le sel de mer, il n'y a pas d'iode dedans. Les gens ne le savent pas. Du coup, on a un vrai problème massif d'apport insuffisant en iode. C'est un carnage. Toutes les études mondiales, elles nous disent ça. Et donc, les gens qui reprennent conscience que leurs apports sont insuffisants, soit ils font quelque chose, par exemple, en amenant des algues ou des aliments riches en iode, soit un supplément en iode, et les problèmes disparaissent. Et en plus, on le verra avec un invité dans quelques semaines, il a été démontré que
les apports en iode sont directement connectés avec les apports en glucides. Plus on a un régime alimentaire riche en glucides, plus on a besoin d'iode. Ah bon. Et c'est pour ça que des populations ancestrales qui mangent quasiment pas de glucides ont besoin de très peu d'iode. Et il n'y a pas de goitre dans ces populations. Les goitres arrivent quand les glucides arrivent massivement dans l'alimentation de ces gens. Et donc, c'est totalement connecté. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est à 50, 60% de glucides, 70% chez certains dans l'alimentation, les besoins en iode sont massifs. Et en face, ils ne sont pas là. Et donc, on a tous les problèmes thyroïdiens, une vraie épidémie de problèmes thyroïdiens. Et on voit à côté ce qui se passe au Japon, par exemple. Le Japon est le pays au monde où on consomme le plus d'iode avec des doses très massives. Et on n'a pas les mêmes problèmes thyroïdiens qu'on a en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Donc, si vous avez des problèmes de thyroïde, faites attention à vos apports en iode, faites attention à vos apports en sélénium. Il y a d'autres micronutriments qui sont concernés, mais ces deux-là. Et le sélénium, c'est la même chose. Tu vois, le sol américain est très riche en sélénium. Le sol européen est très pauvre en sélénium. Et donc, du coup, les végétaux ou tout ce qui pousse dans les sols européens vont être naturellement pauvres en sélénium. Donc, apport insuffisant en sélénium. Alors qu'aux États-Unis, il y a certains endroits, il y a même un excès de sélénium. Ça pose même des problèmes chez les animaux qui sont simplement en train de brouter l'herbe sur ces sols. Donc, ça demande un peu d'apprentissage. Et moi, je voudrais vraiment souligner la clé de ton succès. C'est qu'en régime cétogène, il y a tellement de fausses croyances à abandonner et tellement de bonnes connaissances à absorber que si on ne fait pas une vraie démarche intellectuelle de dire « je vais apprendre à correctement me nourrir », on reste sous les croyances de l'un ou de l'autre et on n'arrive pas à atteindre son but. C'est vrai qu'on est à contre-courant aussi. C'est vrai que le regard de l'autre, voilà. Alors c'est vrai que comme je travaille dans une administration, voilà, il y a toujours des pots de départ, des pots d'arrivée, des pots de ci, des pots de là. Je cache pas que les croissants, ils me font de l'œil, hein, parce que je suis une gourmande. Je dis pas que de temps en temps, je prends pas un petit bout, une petite oreille d'un croissant. Mais après, j'ai trouvé la parade, c'est que je quitte la cuisine, j'y vais plus. Tant qu'il y a les choses sur les tables, j'y vais plus. Parce que c'est vrai que j'ai quand même cette gourmandise quand même, malgré tout. C'est pas de la faim. Parce que oui, avec cette alimentation aussi, vu qu'on a la satiété, on arrive à faire le distinguo, et ça pareil, je ne savais pas le faire, entre l'envie de manger et le besoin de manger. Sachant que les envies de manger émotionnelles, quand on dit qu'on mange ses émotions, etc., moi j'étais en plein là-dedans, mais j'en avais absolument pas conscience. J'étais au premier degré, j'avais faim, mais derrière, c'était intéressant de savoir pourquoi j'avais faim. Voilà. Que là, maintenant, ces envies de manger émotionnelles, je ne les ai plus. J'arrive à garder de la maîtrise, mais une maîtrise naturelle, pas une maîtrise, un contrôle obligatoire et frustrant. C'est pas ça. Mais voilà, oui, et puis quand j'ai pas faim, je mange pas. Donc ça, c'est formidable parce que c'est fini les leitmotifs de dire non, c'est l'heure, il faut manger. Non, si t'as pas faim, tu manges pas. Et cette liberté, c'est génial. Et ça, franchement, d'ailleurs, ma fille naturellement là aussi. Et des fois, on se dit, quand elle est là, des fois, on se dit, t'as faim? Qu'est-ce que tu veux qu'on mange ce soir? Des fois, elle me dit, non, j'ai pas faim ce soir. Je dis, en fait, moi non plus. Non, on mange pas. Mais c'est génial d'être affranchi de ces habitudes, de dire, c'est l'heure, allez, hop, il faut se mettre à table. Et ça, dans les familles traditionnelles où j'ai grandi, il est midi, t'as pas faim, mais ça fait rien, viens à table. Hein. Mais là, on fausse tous nos signaux. Moi, j'ai grandi dans la même, tu sais, je pense que sur ma tombe, il y aura un épitaphe, il y aura marqué Ulrich Génisson, homme à femme. Parce que j'ai eu une mère exceptionnelle, j'ai eu une grand-mère exceptionnelle et j'ai une épouse exceptionnelle. Et là, on vient d'avoir une panne, donc je vais encore faire une pause. Non, c'est bon, c'est reparti. Oui, donc j'ai dit que j'avais 3 femmes exceptionnelles, une mère exceptionnelle, une grand-mère exceptionnelle et une femme exceptionnelle parce que j'ai bien conscience de leur qualité et que j'ai été très gâté par la vie. Et ma grand-mère paternelle, c'est elle qui m'a initié à la bonne nourriture, à savoir cuisiner tout dans tous les sens. Elle était capable de faire des plats de fête avec rien. Elle est capable de rentrer dans ton frigo et de te sortir des plats que tu n'auras même pas pu imaginer parce qu'avec 3 fois rien, elle faisait des trucs fantastiques. Et quand tu as vu ça étant petit, quand tu as baigné là-dedans, forcément, tu es initié. Et j'avais mon autre grand-mère, donc ma grand-mère maternelle. Alors elle, c'était très, très différent parce que c'était vraiment la grande quantité comme toi. C'est-à-dire concrètement, c'était le repas de famille, tu finissais ton assiette,
tu te retournais 3 secondes pour discuter avec le voisin, bim, tu en avais remis une couche dans l'assiette. Et il n'était pas question de ne pas finir, tu vois. C'était, bon, ouais, j'ai connu ça. Bon, et faut l'accepter avec bienveillance. C'était une autre époque. C'était des gens qui avaient connu la guerre, qui avaient connu le manque, etc. Et ne serait-ce qu'avoir de la nourriture en quantité, c'était déjà suffisant et satisfaisant dans la vie. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, on en est finalement victime de cet excès. Donc, il faut le comprendre. Il faut reprendre les choses en main. Et il faut se dire, bah, faisons autrement pour être en bonne santé durablement. On reprend notre santé en main et notre assiette en main. Et pour moi, c'est un point important parce que, tu vois, tu parlais de pression sociale et je la comprends parfaitement. Savoir dire non quand tu as 20, 30 personnes, un pot de départ et tout, que tu sais que tout ce qu'il y a sur la table, tu vas pas pouvoir le manger. Bah, pour moi, la seule solution, c'est d'amener du cétogène. Et je l'ai fait il n'y a encore pas très longtemps. Il y avait une assemblée de personnes, il y avait une trentaine de personnes, il y avait au moins 75% de Mexicains. Et ces gens-là, ils sont passés au Dunkin' Donuts à côté, ils ont amené des tombereaux de nourriture, littéralement de merde, parce qu'elle vaut rien. Tu vois, tu as 50 donuts pour 10 dollars ou 15 dollars. C'est vraiment une quantité phénoménale, mais c'est vraiment de la merde. Et avec Nelly, on a fait deux gâteaux cétogènes qu'on a partagés avec tout le monde. Je te garantis que, un, tout a été mangé. Et deux, on n'a fait qu'une chose, c'est répondre aux questions sur ce qu'on avait amené à manger. Et nous, on n'a pas dû à toucher quoi que ce soit qu'on ne voulait pas manger, tu vois, parce qu'on a amené quelque chose à partager et on a suscité de la curiosité. Et ça, c'est vraiment la clé. Si vous êtes invité à un anniversaire, vous êtes invité à un repas de famille, vous êtes invité à un pot de départ, etc., vous savez que ça va être compliqué au niveau de nourriture, bah, amenez-le. Faites des petits fours cétogènes, faites des bouchées cétogènes, bouchées à l'œuf, des choses comme ça. Et puis en sucré, faites des gâteaux cétogènes, des trucs individuels, des muffins, ce que vous voulez. Il y a plein de recettes. Hein. On a publié 400 entre notre site et nos deux livres. Et vous amenez un truc à partager, même des beaux desserts. Nelly, elle a fait des tartes au citron, du Paris-Brest, des choses qui sont un peu plus cuisinées, on va dire. Et ça permet finalement. Voilà, là, vous dites aux gens, ah, mais là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de sucre. Et là, ils vont vous poser des questions. Comment tu as fait ça sans sucre? C'est pas possible. Et si, goûte, tu vas voir. Et finalement, eh ben, vous avez résolu deux problèmes. Le premier, vous avez à manger. Et le deuxième, bah, finalement, vous allez expliquer votre régime cétogène pour les gens curieux, puis partager votre expérience avec eux. C'est vraiment la solution pour contourner le problème. C'est vrai. C'est vrai. Mais en ce moment, je fais alors parce que je fais maintenant le pain, parce que j'aime bien aussi de temps en temps avoir du pain, c'est important ce support, et les muffins. Et donc en ce moment, je suis dans les muffins aux pépites de chocolat, citron pavot aussi, excellent. Et effectivement, je me dis, oui, quand je sais qu'il y a des pots, je pourrais effectivement le faire en cake, ce sera plus rapide parce qu'il y a du monde. Mais c'est une bonne idée. Franchement, je n'y avais pas pensé plus que ça. Mais l'autre jour, j'ai fait goûter justement pépites de chocolat et muffins pavot pour rendre des boîtes à un ami qui m'avait prêté. Voilà. Et je lui ai dit, tiens, regarde, il y a des petites choses dedans, tu goûteras. Et j'étais trop contente parce que lui, il cuisine très, très bien, il pâtisse très, très bien, mais traditionnellement, hein, il fait des trucs mais vraiment. Et après, il m'a dit, bah, franchement, c'est bon. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, il y a du sucre naturel, c'est pas avec du vrai sucre, parce que je fais attention aussi aux termes que j'emploie pour pas avoir l'air très sectaire et très. Mais j'essaie quand même, oui, c'est une très bonne idée. Parce que je pense en plus qu'au boulot, il y a des gens qui ont du diabète. Et des fois, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est des personnes que j'aime beaucoup, etc., que j'apprécie. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens, ils entretiennent leur diabète, en fait. Quand on voit ce qu'ils mangent, on dirait qu'ils entretiennent. Manger des barquettes industrielles, quand il y a les apéros, enfin les pots, tout ça, toc, toc, toc. Mais c'est, oui. Organisé par toute la société. Et les premiers responsables sont les diététiciens et les nutritionnistes avec les médecins. Puisqu'aujourd'hui, personne ne vous propose massivement d'inverser votre diabète. Le diabète de type 2, c'est la maladie la plus bête du monde. Hein. C'est des gens qui sont devenus intolérants aux glucides. Ils ont perdu une capacité importante à produire de l'insuline. Du coup, ils deviennent intolérants aux glucides. La seule façon d'inverser ça, c'est retirer les glucides. Hein. C'est pas compliqué. C'est comme si, je sais pas moi, je te tape avec un marteau sur le pied tous les jours et tu me dis, faut que je mette des chaussures de sécurité. Non, le mieux, c'est que j'arrête de te taper avec un marteau sur le pied tous les jours. C'est plus simple. Et bien, le diabète, c'est pareil. La première étude où on montre comment on inverse le diabète de type 2 grâce au régime cétogène, c'est 1920. On a 103 ans de recherche scientifique depuis qui viennent nous l'expliquer en long, en large et en travers. Allô, il faudrait que les gens se réveillent. Donc, on a des gens qui sont massivement intolérants aux glucides, à qui on dit continuez d'en manger autant parce que c'est important. On va vous importer les médicaments pour faire baisser votre glycémie et puis votre insuline aussi, parce que votre pancréas n'en fait pas.
Et quand je vois, par exemple, une étude que j'ai encore republiée sur notre réseau MiWi hier, qui met en évidence le lien direct entre l'insuline et Alzheimer. Tu sais, aux États-Unis, on parle souvent de diabète de type 3 pour la maladie d'Alzheimer. Et moi, ça fait longtemps, y compris dans la Ceto Academy, j'ai dit le glucose en tant que tel est un vrai problème, mais l'insuline qui accompagne ce glucose est encore un problème pire. Et si l'insuline qui est produite par notre pancréas va commencer à poser des dommages, va faire des dommages, mais au moins elle est dynamique, c'est-à-dire qu'elle arrive au moment où la nourriture arrive, elle baisse quand il y a moins de nourriture. Mais les injections d'insuline qu'on se fait quand on est diabétique, c'est une catastrophe, c'est totalement décorrélé de nos apports de nourriture, ça arrive trop tôt, ça arrive trop tard, on fait une hyperglycémie, une hypoglycémie, etc. Et le lien est direct entre les pathologies liées à la glycémie et l'arrivée des maladies neurodégénératives, en particulier Alzheimer. Et un lien aujourd'hui qui est maintenant vraiment fait entre l'insuline et développer un Alzheimer. Donc, il faudrait que les gens se réveillent, quoi. Alzheimer, ça n'arrive pas par hasard, hein. C'est directement lié à notre surconsommation de glucides. Voilà. Et ça se prépare longtemps à l'avance. Un Alzheimer ne fait aucun symptôme pendant plus de 20 ans, 25 ans parfois. Attention. C'est une maladie abominable. J'ai perdu ma grand-mère et ma grand-tante de cette maladie. Et je les ai vus arriver, mais au bout du bout, parce que quand on dit Alzheimer, on pense à la personne qui est désorientée, qui se trompe, voilà, qui se rappelle pas et qui reconnaît pas. Mais non, ça annule aussi les fonctions vitales. Je me rappelle ma grand-mère. À la fin, ça tue. Voilà, elle savait plus déglutir. Ça a été une lente agonie. Une lente agonie. Mais par contre, au niveau des maladies de civilisation, moi, j'ai hélas perdu mon papa. Il avait 72 ans. Donc, 72 ans, franchement. Mais là, je ne connaissais absolument pas cette alimentation cétogène, vraiment. Et mon papa était un bon vivant, mais bon vivant, mais avec tout ce que ça comporte d'excès et d'alimentation trop riche, trop calorique, etc., et trop glucidique aussi. Il était charentais, alors je ne veux pas stigmatiser la Charente, mais quand on était petit en Charente, le dimanche, on se mettait à table à midi, et à 18h, on était encore à table. Hein, voilà, tu avais l'entrée, tu avais déjà l'apéritif, tout, voilà. Mais on passait notre dimanche à table, en fait. Alors, papa cuisinait très, très bien. Je me rappelle, des fois, il faisait des saladiers, mais des saladiers de plusieurs litres d'huile flottante. C'était un régal, c'est sûr. Mais je te dis pas la dose, la bombe glucidique que c'était, quoi. Il cuisinait très bien. L'huile flottante, parce que c'était un des desserts préférés quand j'étais petit. Ma grand-mère, j'arrivais à 4 heures de l'école, qu'est-ce que tu veux, une huile flottante. Et hop, elle me faisait mon huile flottante pour le soir, tu vois. Mais on peut le faire en keto sans problème, en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de sucre, en fait. Donc, c'est ça. Et ça fait totalement illusion. J'ai déjà présenté à des Américains, ils ne savent pas ce que c'est ici. Ce n'est pas du tout un dessert traditionnel, ils ne connaissent pas. Et donc, quand on leur amène ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là et ça fait parfaitement illusion, hein, et il n'y a aucun problème. Ils font pas, enfin, on peut faire une huile flottante sans que les gens puissent détecter que c'est cétogène. Hein. Ouais, voilà. Comme quoi, mais il faut le savoir. Et puis, il y avait souvent aussi, tu sais, les omelettes norvégiennes aussi. Je pense que tu as grandi avec ça aussi. C'est pareil, oui, c'est bon au goût, mais quand tu regardes les étiquettes, parce qu'on apprend à lire les étiquettes après avec notre éducation nutritionnelle. Enfin, tout ça pour dire, hélas, que bon, mais mon papa, il a mal vieilli. Et il habitait en Charente, moi j'étais déjà dans le sud, et je sais qu'il me disait, j'ai une angine de poitrine, j'ai du diabète, j'ai ci, j'ai là. Et puis après, il a fallu lui faire des pontages coronaires, un triple pontage à 72 ans. Et il s'en est pas remis, en fait. Il était en trop mauvais état de santé, en fait. Mais ça, c'était tellement évitable. Alors là, le regret de ne pas l'avoir connu, voilà. Parce que 20 ans, il aurait pu gagner 20 ans de vie en bonne santé. Si... Mais les gens ne se rendent pas compte du scandale que c'est, parce que c'est un vrai scandale sanitaire. Hein. C'est un vrai scandale. C'est des gens qui meurent par millions de mauvais conseils nutritionnels. Enfin, les gens qui font des pathologies cardiovasculaires ne sont pas liés aux graisses saturées, ne sont pas liés au cholestérol, sont liés aux glucides. Les gens qui font des maladies neurodégénératives, c'est lié aux glucides. Les gens qui font une maladie de foie, foie gras, NASH, etc., c'est lié aux glucides. Les gens qui font des problèmes d'hypertension. Aujourd'hui, quand on voit la majorité des gens, à passer 60 ans, les gens, ils ont un traitement contre le cholestérol, un traitement contre l'hypertension ou un traitement contre d'autres choses. Il faut arrêter parce que tout ça, sans exception, c'est lié aux glucides. Vous retirez vos glucides de l'assiette, en quelques mois, vous n'avez plus besoin de médicaments. Donc je ne comprends pas non plus, c'est un vrai scandale.
hein. C'est du business, hein, c'est plus de la Oui, santé, hein, c'est à qui profite le crime, hein, c'est facile, quoi. Je veux dire, il y a tellement mais de lobbies, c'est tellement puissant en face. C'est pour ça qu'individuellement, on est responsable de notre santé, mais individuellement, on doit résister. On est à contre-courant, ben on est à contre-courant, il faut assumer, quoi. Je veux dire, à la sortie, ben, je comprends quand parce tu que sais. ça qui m'énerve, c'est on n'aurait pas de science. Tu sais, de façon ironique, j'ai publié sur MeWe, là, il n'y a pas très longtemps, une image qui mettait en évidence le risque de cancer largement réduit grâce à la vitamine D. Et j'avais mis politicien de points. La vitamine D est un perturbateur endocrinien parce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire passer ça comme perturbateur endocrinien. Médecin, j'ai mis j'en sais rien parce que souvent les médecins disent oui, on sait pas, ils vont pas délibérément proposer des compléments de vitamine D ou dire aux gens faites attention à votre vitamine D. Déjà pour faire un dosage, il faut presque le pleurer auprès du médecin. Bon, et après j'ai mis en dessous science, ce que nous dit la science. Mais la science, elle nous dit tout ça depuis très longtemps. Hein. On sait que la vitamine D est centrale pour le système immunitaire. Il y a plus de 300 fonctions qui ont été listées. Passer à côté de la vitamine D, c'est comme dire tiens, je ne veux pas mettre d'huile dans mon moteur, dans ma voiture. Ça casse le moteur. C'est pareil. La vitamine D, c'est totalement lié, par exemple, à notre exposition au soleil. Elle est centrale. Si on exclut la vitamine D de notre santé, on se plante. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'arthrose, ça ne marchera pas. Les problèmes thyroïdiens apparaissent, etc. La vitamine D, c'est dans l'équation essentielle. Et donc, on ne peut pas dire qu'on est à contre-courant parce que la science, elle publie ça depuis des décennies. Des décennies de science. On a des centaines de milliers d'études scientifiques à notre disposition qui nous disent toute une chose. La vitamine D, elle est essentielle. La négliger, c'est se planter. Donc, on ne peut pas considérer qu'on va à contre-courant parce que si on écoute la science, on considère la vitamine D. Ça veut dire juste que des médecins et des politiciens, ils n'ont pas un esprit scientifique. Ils sont contre la science, ces gens. Ce sont des gens dogmatiques, ce sont des religieux. Mais aujourd'hui, et le régime cétogène, c'est la même chose. On a tellement de littérature scientifique que les dire qu'on est à contre-courant, pour moi, c'est pas juste, parce que le courant scientifique, il nous dit une seule chose, c'est de ne pas être en cétose nutritionnelle qui est anormal. C'est ça. Quand on prive son corps de corps cétonique, on est dans un fonctionnement métabolique malsain. Attention, c'est l'inverse qui est vrai. Et aujourd'hui, on a érigé en dogme nutritionnel l'alimentation occidentale, riche en glucides, et c'est une hérésie. Ça ne suit pas la science. Hein. Voilà. Et malheureusement, comme tout le monde s'est engouffré dans cette erreur, on a l'impression d'être à contre-courant. Mais nous, on suit la science. Hein. Moi, mon travail, il est appuyé sur la science. Dans mes livres, je cite les études. Sur la Céto Academy, il y en a plus de 1000 cités. J'ai même fait un best-of scientifique pour que les gens puissent aller chercher directement les plus remarquables, les plus importantes, etc. À un moment donné, il faut juste dire les choses. Hein. J'ai encore vu passer un papier. Là, je vois qu'en ce moment, c'est la grande fiesta. On va piquer tout le monde pour la grippe saisonnière. J'ai encore vu passer un papier, une très grande étude, 173 millions de personnes étudiées. 173 millions de personnes étudiées. Et on nous dit tranquillement, en 2020, le vaccin contre la grippe, ça ne sert à rien. Il faudrait se réveiller, quoi. Hein. Les médecins, les infirmières, etc. Réveillez-vous, lisez la science. Hein. On a une grande revue sur la revue Cochrane. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est presque la revue la plus emblématique au monde. Il y a plus de prix Nobel qui y travaillent dans cette revue. Il nous dit la même chose de mémoire en 2018. Aucun effet, et en particulier chez la personne âgée. Lisez la science. Les médias nous disent le contraire. Certains médecins nous disent le contraire. Lisez la science. PubMed, c'est 96 500 études nouvelles par mois. La science, elle est produite, il faut juste la lire. Hein. Mais elle est là. Hein. Et à côté, on a un monde de fous qui nous parle de science, mais qui ne la lit pas. Hein. Voilà. Donc, on est à contre-courant. Après, voilà, Pardon. Je t'en prie. On a une majorité de fous qui y croient vraiment, comme tout le monde est gavé de glucides. Le médecin dit c'est bien, le nutritionniste dit c'est bien. On a les médicaments pour nous faire vivre un peu plus longtemps malgré tous les problèmes. Et hop, on s'arrange avec ça. Mais la science, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. Donc, voilà. En parlant des diététiciens, je parlais avec une de mes collègues qui a souffert d'un cancer du sein et qui a eu l'ablation, etc. Et elle est encore en soins. Bon, elle a repris le travail, mais elle est encore en soins.
Et on parlait d'alimentation justement cétogène. Elle me disait que donc avant les rayons, avant ça, elle faisait des jeûnes, elle faisait attention. Mais là maintenant, elle est suivie par un médecin oncologue nutritionniste, pardon, donc spécifique. Mais ben, il lui donne des glucides. Il lui donne des glucides. J'ai été étonnée quand elle m'a dit diététicien, enfin nutritionniste. Si tu vois, si tu as vu la vidéo du docteur J. j'aime beaucoup son terme, je le reprends. C'est le régime mangez ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en gros, vous mangez comme tout le monde, riche en glucides, faites-vous plaisir. Il y a beaucoup de cancérologues qui disent ça. Je le sais par expérience parce que je l'ai entendu moi-même. Mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Mais ce n'est pas un régime qui est adapté pour guérir d'un cancer. Non, ça, c'est clair. Et malheureusement, les gens qui mettent un régime cétogène contre le cancer, c'est des gens qui ont fait leurs propres recherches, qui ont lu des livres, qui ont été lire directement les études scientifiques et qui se disent « Ah ben là, je peux faire quelque chose ». Mais c'est rarement avec l'accompagnement d'un cancérologue, en particulier quand on rentre dans un institut hospitalier. Le standard, c'est manger ce que vous voulez, manger des glucides, quoi. Faites-vous plaisir. Ce qui est le cas. Il y a le poids du médecin. Enfin, je veux dire, surtout quand tu souffres d'un cancer, c'est une maladie. Voilà, c'est une maladie qui te fragilise aussi parce que et ton oncologue, ben c'est le sachant, c'est lui qui sait quoi. C'est difficile d'aller contre et de faire ses recherches et après de s'opposer aussi en disant ben voilà. Enfin, de façon radicale, les plus grandes réussites du régime cétogène en cancérologie, c'est des gens qui étaient condamnés. Voilà. Parce que les gens, en fait, ont beaucoup de difficultés à mettre un régime cétogène contre l'avis de leur médecin pendant un traitement. Parce qu'il y a une chimiothérapie, une radiothérapie, on a plein de choses. Et puis, comme on dit, voilà, je voudrais bien mettre mon régime cétogène. Ah non, 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 il n'y a pas de science ou je ne sais pas quoi. La personne ne veut pas aller contre son médecin parce qu'elle ne veut pas se retrouver seule. Donc, finalement, il y a peu de gens qui mettent ça en place dans ce cadre-là. Par contre, il y a des gens à qui on dit « Ah ben, on a tout fait, on est désolé, la chimiothérapie a échoué, la radiothérapie a échoué, vous pouvez rentrer chez vous. » Oui, mais je fais quoi? En gros, vous attendez la mort. Enfin, simple. Et là, il y a des gens qui se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas envie de mourir, donc je vais essayer autre chose. » Et là, il y a tout un tas de choses qui apparaissent. Les gens, ils essayent des suppléments, ils essayent des régimes alimentaires, etc. Et on a des gens qui sont toujours là. Typiquement, j'en connais plein. Le glioblastome, c'est un cancer que j'ai à cœur parce que c'est celui qui a terrassé ma mère. Et ce glioblastome, il est particulier parce que tous les soins qui sont proposés aux malades du glioblastome ne sont pas des soins curatifs, ce sont des soins palliatifs, dès le départ. On vous fait une chirurgie, on vous fait une chimio, on vous fait une radiothérapie, éventuellement pour gagner 1 ou 2 mois de survie. C'est tout. OK? Donc, chez ces gens-là, ceux qui n'ont pas envie de mourir, ils essayent autre chose. Et ceux qui essayent le régime cétogène, j'en connais plein qui sont encore en vie. J'ai publié le témoignage de Christophe sur notre site, que j'espère avoir en vidéo quand il va avoir mon message. Il est là depuis 2012, on lui avait dit que c'était fini, il n'y avait plus rien à faire au niveau de ses traitements. Il est toujours là. J'en connais plein d'autres. Et pour ces cancers-là, tu vois, on a beaucoup de littérature. Je pense au docteur Todt et Clément de Paléomédicina en Hongrie, qui récupèrent des patients qui sont en phase terminale, entre guillemets, parce que la science a échoué pour eux. Ils les récupèrent, et ces gens-là sont toujours en vie. Et ils publient des études à chaque fois, des études de cas. Comment ça s'est passé? En quelle situation la personne est arrivée? Ce qui s'est passé? Perméabilité intestinale, auto-anticorps quand c'est une pathologie auto-immune, ou plein de choses. Et les gens sont toujours là. Donc, à un moment donné, quelque chose d'autre est possible. Mais bien évidemment, mon opinion, c'est que plus le régime cétogène est mis tôt en amont dans la maladie, et plus il y a de chances. Mais pour ça, il faudrait que le dogme médical s'en remette un peu à jour, lise la littérature scientifique, parce qu'elle est présente, elle est déjà publiée, et puis commence à proposer ça en accord avec le staff médical, le diététicien, former des gens, etc. Ce n'est pas quelque chose de coûteux. Une chimiothérapie pour un glioblastome, chimiothérapie qui ne sert à rien, c'est 12 000 € par mois. Donc, on pourrait peut-être dépenser 1 000 ou 2 000 € pour former une personne à savoir se nourrir correctement. La Sécu, elle ne va pas creuser son trou avec ça. Et à côté de ça, ce n'est pas fait. Donc, les gens vraiment qui arrivent à faire quelque chose en cancer avec le régime cétogène, c'est des gens qui sont pris en main, qui ont tout appris, où les proches ont aidé à tout apprendre et qui l'ont mis finalement de leur propre chef. C'est souvent ça qui se passe. Donc, parlons de ton régime cétogène, parce que du coup, je t'ai posé une question, on a divagué un petit peu sur d'autres sujets. Comment toi, tu gères ton régime cétogène? Combien de repas? Qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Voilà, je fais simple.
Je fais simple parce que je ne veux pas me prendre la tête, vu que maintenant, tout le reste de ma vie, je vais faire comme ça. Donc, les calculs, les comptes, c'est pas mon truc. J'ai été trop dans le contrôle, dans le calcul, tout ça. Non, maintenant, c'est bon. Eh bien, une protéine, un légume, un bout de pain quand j'ai eu le temps d'en faire. Mais je m'organise maintenant, chose que je ne faisais pas non plus avant. En fait, le week-end, j'ai mon panier donc que je fais cuire, que je prépare, mes salades que je lave, tout ça pour la semaine. Et je prépare donc ou des petits muffins là en ce moment. Mais je fais des petits comme ça, c'est juste pour le plaisir d'avoir quelque chose un petit peu de sucré dans la bouche. Et le pain. Donc, j'ai toujours de quoi. Donc, en fait, voilà, je fais les courses une fois par semaine à peu près, mais j'ai toujours des œufs, donc, parce que c'est vraiment ma base. Donc, déjà, les œufs, quand tu vois toutes les façons de les préparer, tu as le temps de te lasser. Moi, je ne me lasse pas. Et donc, voilà, une protéine et un légume. Et donc, les légumes, eh bien, ça tourne en fonction du panier que je prends. Donc, je prends des poireaux, il y a des blettes, il y a du chou calé, je réfléchis parce que le chou calé, à chaque fois, j'en achète pour essayer de faire la pâte à pizza. J'arrive jamais à la faire. Je le fais toujours autrement. Le chou, j'ai toujours pas testé, mais ça. Enfin voilà, donc tous les légumes que je peux trouver, les légumes à feuilles. Et ben c'est tout en fait. Mais je peux pas faire plus simple en fait. Et puis je mange jusqu'à satiété et ça roule. Et donc, Et dans les produits laitiers, tu manges quoi? Tu mets de la crème fraîche, tu mets des mascarpone, du beurre, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu utilises? quand il y a des recettes, j'en mets dans les recettes. Après, du beurre, j'aime bien le beurre demi-sel, un petit peu sur du pain. Mhm. Mais c'est vrai que je ne mange pas énormément de laitage. J'essaye quand même de faire attention, c'est vrai. Je prends un peu de skyr aussi maintenant. Mhm. J'essaie de prendre un petit peu de skyr, mais je l'enrichis, c'est-à-dire je mets des graines dedans. Je prends des compléments alimentaires, dont une algue, et donc en poudre. Et je mélange aussi cette algue-là, elle a pas mal de micronutriments, une algue sauvage. Hein. Donc je me fais un petit dessert avec un petit peu de laitage, mais je mets des bonnes choses dedans, des graines, et puis je mets mon algue, je mets mon collagène, je touille, ça me fait une crème dessert maison. Je mets un petit peu des fois le Purvia aussi, tu sais, maintenant ils en font du roux, mais il faut faire attention parce qu'il y a marqué 4 grammes quand même, ils mettent de la gomme, de je sais pas quoi dedans. Mais si on met, T'as une gomme de goire, une xanthane, quelque chose comme ça? je crois que c'est ça, voilà. Ça, faut faire très attention. Idéalement, il faut supprimer ça. Les gommes de goire et les gommes de xanthane, enfin, personnellement, je conseille de s'en débarrasser. C'est une vraie saloperie pour l'intestin. D'accord. Mm. Parce que dans certaines recettes dans le passé, j'avais vu les gommes de goire, tout ça, mais c'est vrai que c'est de la colle en fait. Pour faire simple, c'est une colle, oui. Oui. Voilà, c'est ça. Et bon, à la limite, des gens qui auraient vraiment un intestin, entre guillemets, en béton, qui n'ont pas de problème de perméabilité intestinale, bon, pourquoi pas un petit peu. Ils en mettent beaucoup quand ils ont besoin de texturer des choses. Typiquement, tu vois, moi, je suis en guerre contre. Aux États-Unis, on a beaucoup de choses et on a beaucoup de merde aussi. C'est typiquement les pains. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu passer en keto, pas s'embêter à cuisiner et à faire des pains eux-mêmes. Donc, l'industrie a développé beaucoup de pains keto ici. Tu les as partout. Premier ingrédient, gluten. Donc, la protéine du blé. Mais il faut rappeler juste une chose, hein, c'est que quand on prend une farine de blé, 100 grammes de farine de blé, vous avez 12 grammes de protéines dedans. Hein. 12. Là, ils arrivent à 50 grammes. Hein. Okay, c'est le premier ingrédient, gluten. Donc, vous avez des doses massives de gluten, qui en plus n'est pas fermenté. Ce n'est pas des choses qui sont vivantes. Ce n'est pas des pains au levain qui ont été fermentés 24 heures, des choses comme ça. Donc, ce gluten est très peu digeste et en plus, il est massif. Et là-dessus, derrière, ils ramènent gomme de goire, gomme de xanthane et des amidons modifiés qui sont, dans certains cas, réutilisés par le microbiote intestinal et qui font monter la glycémie. Alors, techniquement, quand vous regardez l'étiquette glucides net, c'est très bas, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus haut. Et en plus, vous avez comme premier ingrédient le gluten qui pose énormément de problèmes. Les gens qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, des problèmes de perméabilité intestinale, le gluten, il faut le virer. Toutes nos recettes, on sait pas. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec le gluten. Je peux en manger, j'ai pas de problème. Nelly, il en a. Dès le départ, quand on a commencé à travailler sur le cétogène, on s'est dit, bon, on va se poser comme règle, on vire le gluten. Moi, quand j'ai commencé à faire des recettes cétogènes en 2013, j'ai acheté un paquet de gluten pur. J'ai commencé à travailler au gluten pur. Et c'est vrai qu'on arrive à avoir des choses géniales parce que c'est une protéine qui est très difficile à remplacer, le résultat. Mais quand on veut s'orienter sur la santé, on est obligé de le virer. Et c'est pour ça que toutes nos recettes sont sans gluten.
C'est pas une religion, c'est parce qu'il y a trop de gens qui ont trop de problèmes avec le gluten. Donc, c'était plus simple de ne pas faire manger de gluten à quelqu'un qui n'a pas de problème plutôt que l'inverse. Et donc, pas de gluten. Et tu as un autre problème avec les gommes. Gomme de goire, gomme de xanthane, qui collent partout où on a besoin d'une texture. Donc, ils en collent dans les pains, dans les pâtisseries, mais ils en collent, par exemple, dans les yaourts végétaux, yaourts de soja. Tu as une gomme dedans. Dans les laits végétaux, tu as lait d'avoine, lait de soja, lait d'amande, etc. Pour trouver un lait d'amande vraiment brut, avec juste du jus d'amande, je rappelle, je vais réutiliser le bon mot parce que ce n'est pas du lait. Le lait, c'est une vache. Donc, les jus végétaux, les jus d'amande, jus de macadamia, jus de pécan, jus de soja, etc., pour qu'ils aient une texture et que ça ne ressemble pas à de la flotte, ils mettent ces gommes-là dedans. Et donc, quelqu'un qui veut faire attention, il veut se dire, bah, tiens, je ne veux pas prendre de produits laitiers. Il va y aller massivement avec du jus d'amande, par exemple, et il se retrouve à avoir une consommation massive de gomme de goire ou de gomme de xanthane qui va être problématique sur son intestin. Donc, idéalement, moi, je conseille tout le monde de faire très attention. Le gluten, vous virez. La gomme de goire, la gomme de xanthane, vous virez aussi. Donc, faire attention parce qu'ils en ont mis dans le Purvia roux. D'accord. Bah, quand on a quitté la France en 2020, il n'existait pas ce Purvia. Donc, non, mais je l'ai vu cette semaine. Hein. Je pense qu'il est tout récent. Et quand j'ai lu, il y avait marqué 4 grammes, je crois, de mémoire de glucides. Alors, bien sûr, ça ne fait pas beaucoup parce qu'on n'en prend pas 100 grammes, mais répéter, ou dans une recette, après, oui, effectivement, il peut y avoir… maintenant, ça existe, voilà. Parce qu'il y a eu un magasin où ils n'avaient pas le normal, ils n'avaient que du roux, et si j'étais un peu étonnée. Ben, on n'arrête pas. Ils ont été longs à s'y mettre, mais maintenant, ça y est, c'est un filon quelque part, hein, déguincé, tout ça. Maintenant, ils se mettent dans la brèche parce que… Non, parce que j'ai fait un long article sur notre site où j'expliquais pourquoi on travaille avec du Purvia ou l'autre marque est concurrente. On n'a pas d'intérêt avec, on a d'intérêt avec personne. Je vais rappeler ça parce qu'il y a des ragots qui circulent. On est payé par personne. Les seules personnes qui ont permis à Eat Fat to Be Fit d'exister sont nos clients que nous avons formés au régime cétogène. Point barre. On a d'intérêt avec personne. Donc, quand je parle en bien ou en mal quelque chose, c'est en totale liberté, je fais ce que je veux. Et quand on a commencé à parler du Purvia en France, d'ailleurs, ça a changé de nom. C'était Purvia en 2013. Ça a changé de nom maintenant. Parce que c'est un assemblage d'érythrétol et de stevia. L'érythrétol, c'est un bon édulcorant, mais il faut faire attention à ne pas trop en consommer. Et chez certaines personnes, il faut vraiment en consommer très peu parce que tu peux avoir un problème de fermentation. Des gens qui vont avoir un inconfort digestif parce que comme c'est un polyol, un alcool de sucre, qui peut être fermenté chez certaines populations bactériennes. Donc chez une personne, rien. Chez une autre, elle va avoir des gargouillis, le ventre gonflé, ça ne va pas aller. Donc l'idéal, c'est d'en consommer peu. J'ai fait un long article complet sur ce qu'était l'érythrétol parce qu'il y a eu un scandale en début d'année. Ils ont voulu nous le démonter en disant que vous allez tous mourir d'une crise cardiaque parce que vous consommez de l'érythrétol, ce qui était une ânerie complète. Donc j'ai fait un long article sur le sujet. Ouais. Et l'idée, c'était le Purvia parce qu'ils prennent de l'érythrétol, mais ils ajoutent de la stevia, qui a un gros pouvoir sucrant. Ce qui fait qu'au lieu de consommer, par exemple, 50 grammes de Purvia, avec 15-18 grammes de Truvia, vous avez le même effet sucrant. Donc, c'était un peu le meilleur des deux mondes. Voilà. Ce qui est un bon remplaçant du sucre blanc qu'on arrête de consommer quand on est en keto. Voilà. C'est pour ça qu'on a travaillé avec le Purvia. Mais le Purvia blanc, standard… j'ai déconseillé l'utilisation de l'érythrétol pur parce que l'érythrétol pur a un pouvoir sucrant de seulement 80% du sucre. Ça veut dire que pour remplacer dans une recette 100 grammes de sucre, vous devez mettre 120 grammes d'érythrétol. C'est beaucoup trop. Alors qu'avec le Purvia, on peut arriver à des dosages largement inférieurs sans souci. Donc, vous faites un gâteau pour 6-8 personnes, c'est 15-20 grammes de Purvia pour 8 personnes, quoi. C'est des dosages très bas. Voilà. Ils ont inventé aussi une autre formule et c'est pareil, il faut vraiment relire les étiquettes. Hein. C'est une banalité ce que je dis là, mais au magasin bio pourtant, donc on pourrait penser magasin bio, produits friendly, etc. Mais bon, eh bien, ils mettent de l'érythritol avec du sucralose aussi maintenant. Et c'est encore une autre marque où pareil, 0 sucre, 0 ci, 0 là, mais si on ne lit pas la composition, on peut aussi se faire berner quelque part. Au niveau marketing, pour que vous ne puissiez pas vous y retrouver. Ils ont même été, donc la même marque qui fait le Truvia, enfin c'était le Truvia à l'époque, Truvia Purvia, qui est un assemblage d'érythrétol et de stevia. Ils ont même été jusqu'à garder le même emballage, le même nom, et faire un mélange de 50% d'érythrétol et 50% de sucre blanc.
Ce qui est une ânerie, parce qu'en fait, les gens, ils prennent les pots et ils m'envoient une étiquette en disant je ne comprends pas l'étiquetage et tout. Et là, on retourne. Ah bah oui, forcément, c'est un mélange 50% de sucre. Mais au lieu que ça soit étiqueté correctement, en fait, ça a été étiqueté de manière qu'on puisse facilement se tromper. Voilà. Alors, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que tous les géants des édulcorants, entre guillemets, ce sont les mêmes qui vous produisent le sucre. Hein. Tous ces édulcorants, l'érythrétol est fabriqué soit à partir de la canne à sucre, surtout en Amérique du Nord, ou du maïs, soit à partir de la betterave à sucre, ou même du blé. Moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 12 ans, ça a été mon travail. Il y a des usines, un des leaders mondiaux, d'ailleurs, je vais certainement interviewer une de ces personnes qui travaillent dans cette grande entreprise. Cette usine-là, elle avale 3 trains de blé par jour, donc ça fait 4000 tonnes de blé tendre par jour, et avec ça, on fait du sirop de glucose, du sucre, qui va servir pour l'industrie de la pâtisserie, etc. Mais à partir de ce même blé, on peut fabriquer un édulcorant comme l'érythrétol, parce que c'est juste un sucre qui est fabriqué, et ce sucre, on le passe dans un processus de fermentation. Et c'est cette fermentation qui va nous créer l'érythrétol, une autre forme de sucre. Ça s'appelle un polyol, un alcool de sucre. Et on peut en avoir plein comme ça. Les sucres, ça peut porter plein de noms. On peut facilement les modifier avec des réactions enzymatiques pour avoir des sucres très différents. Bon, passons. L'idée, c'est vraiment de se concentrer parce que l'étiquetage n'est pas suffisamment bien fait pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Et il y a beaucoup de pièges. Donc, c'est la composition nutritionnelle, en fait, qu'il faut regarder absolument avec les noms, quoi. Oui. Mais ils ont été longs, hein, dans les édulcorants que l'on utilise maintenant. Parce que pendant longtemps, on n'avait rien, à part des édulcorants de synthèse qui te donnent toutes les maladies du monde, là. Oui. L'aspartame, moi, j'en ai pris quand j'étais petite aussi, hein, et conseillé par le médecin, hein, parce que je sais que mon père, il avait vu un médecin pour qu'on essaye, enfin, pour me faire perdre du poids, et il avait dit, le médecin, le matin, bon, arrêtez le sucre le matin, c'était bien, mais le matin, il m'avait conseillé, donc je mangeais du poisson pané avec des œufs au plat, et je sucrais à l'aspartame. Bon, c'était... Et ça, c'est pareil, on a fait toute une liste. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il faut désapprendre, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi il ne fallait pas utiliser le xylitol, par exemple, qui est un sucre largement utilisé dans le milieu du low carb, mais c'est une ânerie en keto en particulier. Alors après, il y a tous les autres, sorbitol, maltitol, etc. On a expliqué tout ça. C'est pour ça que la Céto Academy, elle est longue, parce qu'il faut apprendre. Mais alors, juste sur la saccharine, par exemple, qui est très utilisée dans les petits cachets de saccharine que les femmes avaient dans leur sac à main pour le café, etc. L'aspartame, oui, c'est 0 calories. Ça impacte massivement la composition du microbiote, on le sait maintenant. C'est à l'origine de certaines pathologies, ok, très bien. Mais il y a un truc très, très vicieux. C'est que la recomposition du microbiote induite par cet édulcorant fait qu'une personne est capable d'extraire plus de calories de son alimentation que sans. Parce que j'ai toujours expliqué, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons. Et il peut y avoir plein de choses qui vont faire qu'on peut bien ou mal absorber. Quand vous mangez 100 kilocalories, ces 100 kilocalories ne vont pas aller dans votre circulation sanguine et ne seront pas disponibles pour vous. Il y a tout un tas de pertes. Une perte dans la digestion, enfin, on va passer les détails, mais il y a des pertes. Et donc, vous allez absorber bien moins que 100 kilocalories. Et bien, l'aspartame recompose le microbiote intestinal pour qu'on soit capable d'absorber plus de kilocalories. Donc, oui, votre aspartame, c'est 0 kilocalories, mais votre bolet alimentaire quotidien, grâce à cet aspartame, va représenter plus de kilocalories absorbées. C'est vicieux. Donc, on est content parce qu'on prend un soda 0 kilocalories, mais à côté de ça, le repas qu'on va prendre à côté ou en même temps, lui, on va être capable d'extraire plus de kilocalories dedans. Donc, c'est techniquement une molécule qu'on devrait sortir de nos vies comme le tabac. Oui, c'est pervers. Et ça, voilà, l'information, elle n'est pas évidente à trouver quand même. Non, ça prend du temps. Et il faut... Enfin, moi, je te considère un peu comme un lanceur d'alerte avec Nelly, hein, mais il faut des lanceurs d'alerte. Il faut des gens qui aient le courage déjà de prendre le temps de vulgariser, de traduire aussi, parce que ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde. Moi, franchement, je serais incapable de traduire un document scientifique en anglais. Et donc, il y a tout ce travail en amont. Et puis après, il y a la communication, la diffusion et puis la pédagogie. Mais alors oui, l'information, elle est accessible, mais c'est quand même un peu le parcours du combattant. Elle est accessible à sa source. C'est un peu comme dans Matrix. À la fin, tu sais, ils lisent les lignes de code et ils n'ont plus besoin de l'image. C'est un peu la même chose. Quand tu as accès à la source scientifique, tu as accès au savoir. Le problème, c'est qu'ils nous ont montré des murs pour que les gens ne puissent pas le savoir. Aujourd'hui, tu n'as plus de presse, tu n'as plus de médias,
n'as plus de vrais journalistes qu'enquête. Moi, j'ai toujours salué le travail de Gary Taubes ou le travail de Nina Teicholz aux États-Unis, qui sont pour moi les vrais lanceurs d'alerte. Ils ont fait le livre The Big Fat Surprise de Nina Teicholz, qui est 10 ans de travail d'enquête sur la corruption en nutrition, etc. Il faut aller piocher dans les études, qui a fait quoi, qui a menacé qui a été payé par qui, etc. C'est un vrai travail de journaliste, 10 ans. Aujourd'hui, personne ne fait ça. Aujourd'hui, maintenant, tu as l'intelligence artificielle qui te pond des articles en 3 secondes, bourrés de publicité, justement pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. Ils n'ont pas du tout envie que tu saches que tous les produits qu'ils vendent, c'est globalement l'origine de tous nos maux. Donc, il n'y a plus de presse. Il y a de moins en moins de façons de s'informer, sauf directement auprès de la science. La science, elle est compliquée à lire. Il y a beaucoup de mauvaise science. Il y a beaucoup de corruption dans la science. Il y a une quantité de déchets colossale. 80-90% de la science publiée, c'est un déchet aujourd'hui. Et donc, aller chercher vraiment la bonne étude qui a été faite correctement, sans conflit d'intérêts, etc., c'est difficile. C'est un vrai travail d'enquête. Et les gens n'ont pas forcément envie de se passionner pour ce sujet-là. Les gens, ils ont un travail, ils ont un loisir, ils ont des enfants, ils ont des études à faire, ils ont plein de choses à faire. Et ils n'ont pas envie de passer des semaines à apprendre à simplement se nourrir. Et donc, ils attendent que les problèmes arrivent. Et quand les problèmes arrivent, là, bim, peut-être qu'on fasse quelque chose. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent compter sur personne. Il n'y a personne pour les aider, vraiment. Et donc, ils doivent se prendre en main, acheter des livres, apprendre, comprendre, se poser les bonnes questions, et puis faire les changements dans leur vie. C'est toujours le même processus. Il n'y a que celui-là qui fonctionne. Trouver les bonnes sources d'information. En fait, c'est toujours à nous d'aller chercher les bonnes sources d'information, les bonnes sources d'information sur les produits, sur les origines. Oui, comme tu dis, consomme-acteur, mais là, en fait, on dit tout quand on dit ça, quoi. C'est simple. C'est-à-dire que ce que je dis là, c'est très compliqué, j'en ai bien conscience. Mais le régime cétogène, c'est simple, vraiment. Trouver une bonne source de protéines. La viande, poisson, produits laitiers, lait cru, tout ça pour ceux qui veulent en consommer, des œufs. Non. À côté, des bonnes sources de végétaux. Si vous voulez manger des végétaux propres, le moins de pesticides. Quand je dis pesticides, c'est l'ensemble, fongicides, insecticides, la totalité. Donc, idéalement, quelqu'un qui fait ça de façon proche de chez vous, soit une AMAP, soit un agriculteur qui vend à la ferme, des choses comme ça. Et ça y est, vous avez tout ce que vous avez besoin. Il y a beaucoup de gens, moi j'aide des gens dans le monde entier. Et je vois des gens, encore quelqu'un qui m'a écrit ce week-end, elle est française, elle habite au Sénégal. Comment je fais mon régime cétogène au Sénégal? On parle un peu, et puis elle me raconte ce qu'elle a autour d'elle, puis je lui dis, voilà, vous faites avec ça, avec ça, avec ça. Quand vous êtes en Polynésie, vous n'allez pas faire venir du foie gras du Gers. Et quand vous êtes dans le Gers, vous n'avez pas forcément besoin d'huile de coco ou d'avocat. On peut faire autrement. Et partout dans le monde, avec des choses simples autour de vous, vous pouvez faire un régime cétogène simple, durable, sans sortir la calculatrice en permanence, mais avec des ingrédients. Déjà, acheter des aliments qui ne sont pas étiquetés. C'est déjà un bon choix. Quand il n'y a pas de code barre sur un aliment, c'est déjà pas mal. Vous allez chez un boucher, vous allez chez un fromager, chez un poissonnier, chez un éleveur, chez un producteur de fruits et légumes. Et là, vous vendez ça directement au poids. C'est déjà pas une mauvaise idée. On a déjà beaucoup de choses là. Et il ne reste pas grand-chose finalement dans les supermarchés dont on a vraiment besoin. Après, bien sûr, si on ne veut pas des pâtisseries cétogènes ou des choses comme ça, vous allez acheter des ingrédients un peu plus exotiques, un peu plus rares à trouver. Mais on peut aussi s'en passer. On peut faire simple. Oui, mais une fois qu'on a notre fond d'épicerie, après c'est bon, hein, je veux dire, ça tourne et puis ça dure longtemps, comme c'est quand même en termes de grammes, hein, c'est pas. Et ça s'est un peu démocratisé aussi. Maintenant, il y a un commerce qui sur Internet. Hein, d'ailleurs, vous êtes référencé chez eux. On a fait un partenariat avec Days Low Carb. Alors, une fois de plus, nous ne sommes absolument pas rémunérés par cette entreprise. L'idée était simple, c'est que quand Nelly a mis au point Bonjour Keto, notre dernier livre, nous utilisions plusieurs ingrédients qui étaient indisponibles. Et alors, concrètement, moi, encore tous les jours, on est aussi consultant pour l'industrie, c'est-à-dire qu'on fabrique des recettes pour les industriels, on les aide à arriver sur le régime cétogène, en particulier aux États-Unis. On a plusieurs casquettes, dont cette casquette-là. Donc, tous les jours de notre quotidien, on utilise aussi des ingrédients qui n'existent même pas en Europe, qui ne sont même pas autorisés à l'importation en Europe. Et donc, quand Nelly a voulu écrire Bonjour Keto, elle voulait faire entrer en particulier 2 nouvelles fibres qui pouvaient être utilisées pour les pains, pour les pâtisseries keto, etc., qui étaient vraiment remarquables, des choses simples, à la base d'avoine et de bambou. Et c'était indisponible. Et on s'était dit, il faut qu'on trouve une solution pour les rendre disponibles en France. On a contacté des Low Carb. On leur a dit, est-ce que vous pouvez nous faire une sélection de produits pour que les gens qui suivent nos recettes dans notre premier livre, notre deuxième ou notre site
puissent tout trouver chez vous pour s'achalander facilement dans une seule adresse. Et c'était ça le deal. Donc, on leur a fait une liste complète avec un fichier Excel. Ils nous ont envoyé des produits ici pour qu'on les teste parce qu'il a fallu référencer ces produits. Donc, il fallait qu'on refasse les recettes pour les vérifier. On a validé ça. Et puis, voilà. Mais nous, techniquement, on n'est pas rémunéré par eux. On est en totale liberté. Et donc, le deal, c'était qu'ils référencent les produits et que les gens puissent simplement tout avoir au même endroit. Bah oui, c'est plus pratique. Parce qu'à une époque, on achetait sur iHerb aussi. iHerb aux États-Unis, oui. Voilà, mais c'était pas toujours très pratique, c'était un peu long. Enfin, moi, je sais que j'ai acheté à une époque. C'est même plus compliqué que ça, c'est parce que l'Europe, faut bien comprendre, l'Europe est en train de rentrer dans une forme de tyrannie, ça devient compliqué. Concrètement, ne serait-ce que moi, on a commencé à parler de collagène ou de whey protéine, qui est la protéine de petit lait en France, c'était en 2013. C'était indisponible en France. Des entreprises comme Vital Protein, par exemple, n'existaient pas en Europe. Fallait les faire venir par ailleurs. Et là, aujourd'hui, depuis 3-4 ans, les problèmes se posent. Une simple protéine de whey, donc un lactosérum de protéine de lait, est saisie à la douane belge. Tu fais venir ça des États-Unis, ça passe même pas à la douane. Et ils ont le même problème, je crois, sur non, pas la gélatine. Le collagène en Suisse. Le collagène Vital Protein ne passe pas la frontière suisse. Il est saisi en douane. Alors, à un moment donné, il faut arrêter. Et tu vois, dans la Céto Academy, tu nous suis depuis le début, donc tu sais tout ça. Quand j'ai commencé à parler des sucrants, des glucides, etc., en 2017, je parlais déjà d'un sucrant qui était pour moi le sucrant idéal, vraiment optimal, qui est l'allulose. Et j'étais très optimiste sur l'allulose parce que l'allulose, il y a 20 ans de science sur le sujet. Il est facile à fabriquer. On peut le fabriquer de façon peu coûteuse. Et il est vraiment génial, ce sucrant, parce qu'en cuisine, il est génial. Il caramélise. Enfin, il y a plein de particularités en termes de cuisine. Mais en plus, pour la santé, typiquement, c'est un sucre qui arrive à abaisser la glycémie chez un diabétique. Il est vraiment génial, ce sucre. Et il n'y a pas de fermentation intestinale. Donc, il est optimal. J'avais beaucoup d'espoir puisqu'il y a une unité de production de ce sucre qui était en fabrication, en construction en 2020 en Belgique. C'était l'association, un conglomérat avec une sucrerie belge de betterave, avec un groupe indien. Et j'espérais que ça sorte. Je me suis dit, c'est bon. Ils ont déposé des dossiers d'homologation en 2018. On est en 2023. Bon. J'ai contacté ces gens. L'entreprise a été dissoute. L'usine ne sera même pas fabriquée. Rien. Du coup, je suis retourné voir le groupe Tereos, que je connais bien parce que c'est le leader mondial du sucre. J'ai contacté les services de presse. Je leur ai dit, essayez de me parler parce qu'eux, ils ont déposé des dossiers en 2018 sur l'allulose. Et pour l'instant, c'est à l'arrêt. 2018, on est fin 2023, 5 ans, l'allulose n'a pas le droit légalement d'être importée en Europe. Moi, je l'utilise quasiment tous les jours ici. Et l'allulose, tu l'as au supermarché. L'allulose, il est autorisé depuis 2013. Voilà. Et donc, à un moment donné, on prend un tel retard. C'est certainement le meilleur sucre qu'on puisse faire aujourd'hui pour la personne qui est diabétique et qui veut utiliser ça en régime cétogène. Il a plein d'avantages. Bon, il y a certains points, ça ne va pas bien. Mais par exemple, dans une glace ou des choses comme ça, toutes les glaces industrielles pourraient être fabriquées avec de l'allulose. Et fabriquer de l'allulose, c'est simple aujourd'hui pour un industriel du sucre. Ça ne va pas révolutionner la betterave à sucre en France. Ça ne va pas révolutionner les sucreries. C'est juste une unité de production d'allulose qui est collée à une sucrerie déjà existante. Donc, ce n'est pas coûteux ou révolutionnaire à faire. C'est juste une réaction enzymatique encore. Vraiment pas compliqué. D'accord. Alors, j'ai un contact avec une responsable communication mondiale du groupe Tet & Line qui est à Chicago. Et je vais essayer de la faire parler parce que elle a un contact presse qui est en France qui pourra peut-être nous parler de l'avenir de l'allulose en Europe parce que là, l'Europe prend encore un retard colossal sur le sujet. Et c'est la même chose. Donc, je connais plein de gens qui le commandent chez iHerb, par exemple, et à la douane, ils le saisissent. Donc, ça arrive. Vous commandez ça sur un site américain et c'est pas sûr que vous puissiez l'avoir à la maison. Et en plus, ils détruisent le colis. Ils remboursent pas. Ils font rien, quoi. Moi, j'avais rien eu de bloqué, mais j'avais eu des frais. Donc, des frais additionnels à chaque fois. Oui, parce qu'en Europe, vous avez la TVA qu'on n'a pas aux États-Unis. Et là, ils sont devenus ultra radicaux depuis juillet 2022 de mémoire. Et même pour des petits colis qui valent que quelques euros, il y a 20 ou 25 euros de frais forfaitaires, plus la TVA. Donc, ça peut tout de suite faire flamber l'addition. Bah oui, c'est dissuasif, c'est certain. C'est dissuasif, oui, c'est clair.
Et ce que tu parles pour la lulose, moi, ça me fait penser, la stevia, au début, elle n'était pas autorisée non plus. Tu te rappelles, dans les années 2010, là, 2009, je me souviens que c'était nouveau, j'en avais entendu parler, je ne savais pas trop, et je me souviens que c'était pas considéré comme un additif Oui, en fait, alimentaire. c'est un sujet complexe parce que la stevia, c'est un extrait de plante. On peut la faire pousser à la maison, pas de problème, ça a un pouvoir sucrant extra, etc. Mais en fait, la stevia aujourd'hui utilisée par l'industrie n'est pas faite avec de la stevia. Ils mettent à la stevia, mais en fait, c'est REBM, REBM. Et cette molécule a un pouvoir sucrant extraordinaire. Elle est fabriquée directement par une opération enzymatique à partir du sucre. Donc, tu peux faire un mélange érythrétol REBM directement avec de la canne à sucre, par exemple. D'accord. Et ils vont avoir le droit de mettre stevia dessus, sauf qu'il n'y a pas 1 milligramme de plante de stevia dessus. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé que la molécule ultra sucrante, entre guillemets, de la stevia, qui est associée à de l'érythrétol. D'accord. Et en plus, ils peuvent même l'avoir en organique. Ici, il y a une marque qui a été fondée par un grand groupe sucrier, organique, puisque c'était de la canne à sucre qui était cultivée organique, donc bio. C'est pour ça que les emballages, c'est compliqué, ça prend... Il y avait un fruit aussi auquel vous. Alors, j'ai Le pas fruit, mes le fruit, Le le fruit des moines. Le Oui, fruit des moines. C'est la même chose, c'est un peu voilà. le même principe que la stevia, en fait. Cet extrait de fruit a un pouvoir sucrant 300 fois supérieur au sucre. Donc, quelques gouttes a un pouvoir sucrant énorme. Et c'est pour ça qu'associé à quelque chose d'autre, par exemple, on peut l'utiliser en extrait avec de la glycine. Le glycine va te faire le volume du liquide. Tu l'as, la stevia glycéride de chez Now Food, par exemple, c'est de la glycine, de la glycérine qui est mélangée avec de la stevia. Et tu as un pouvoir sucrant avec quelques gouttes. Une goutte dans un yaourt, par exemple, ça va te faire un yaourt sucré, quoi, pour faire simple. Et tu as la même chose avec le fruit des moines. C'est le même principe. J'ai jamais Mais c'est essayé. pas facile à. C'est que quelques petites gouttes. Donc, si tu le mets dans une pâtisserie, il va te manquer la masse. C'est ça qui est un Ah, peu difficile à combler. Ça peut se faire, hein, mais quand les gens ils pâtissent, quand vous avez une recette, farine, sucre, beurre, œufs, etc., quand vous retirez le sucre, vous retirez une grosse masse souvent. Mais si vous le retirez complètement, vous pouvez faire la pâtisserie, mais le rendu est très différent. Comment on remplace cette ah oui. masse? C'est tout le travail que Nelly a fait dans ses livres et dans ses recettes, c'est on ne peut pas remplacer un pour un, en fait. C'est toujours un mélange, une association. Et oui, Et voilà. surtout quand il faut émulsionner le sucre avec les œufs. Par exemple. Ça, tu es obligé pour que le mélange blanchisse, etc., que ça fasse toute cette réaction après. Oui, il te faut, comme tu dis, Exactement. la masse, quoi. La masse, ouais. Et c'est pour ça que pour la France, on a conseillé Purvia Truvia, donc un mélange d'érythrétol pur, mélangé avec de la stevia, un extrait de stevia. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir un pouvoir sucrant. Et, de mémoire, on est à un tiers de mémoire. Hein, donc, c'est 33 grammes de Truvia pour 100 grammes de sucre. Et l'avantage, c'est qu'on ne consomme pas beaucoup d'érythrétol dans cet ingrédient. C'est ça l'avantage. Et toutes nos recettes sont calibrées là-dessus. C'est le meilleur des deux mondes, en fait. Voilà. Oui. Oh, mais on a de la chance quand même, parce que franchement, on a du choix maintenant pour préparer Enfin, c'est génial. Quand j'ai commencé en 2013, je peux te dire, hein, on a fait le boulot. Hein. On a été allé dans les magasins, on a retourné tous les emballages, on a vu tout un tas de conneries, vraiment. Typiquement, dans les magasins bio, des grandes chaînes de magasins bio, farine de lin, tu retournes le paquet et là, tu vois 80% de farine de riz. Mmh. Donc, tu as 20% de lin et tu as 80% de riz. Hein. Et c'était étiqueté farine de lin. Donc, arriver à trouver une farine de lin pure, un lin brun, un lin doré, mais pure à 100%. Déjà, il a fallu trouver puis d'autres ingrédients. On a été les premiers à amener la farine de lupin en France. C'était nous qui avons publié la première recette de pizza, pâte à pizza avec de la farine de lupin. Et moi, j'ai toujours apprécié cette farine de lupin qui est vraiment intéressante, qui est un bon ingrédient, qu'on peut se servir même en accompagnement. C'est intéressant, le lupin. Et on a fait tout ce travail dans les magasins bio, à retourner toutes les étiquettes, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Quand on a commencé le régime cétogène, il y avait 4 livres sur le régime cétogène. Ah oui, vous êtes parti de zéro, là. Hein. On est parti de zéro. Oui. Mais c'était passionnant, c'est toujours passionnant, oui. Mais ça l'était aussi au départ. Parce que c'est pionnier de. C'est pour ça que moi, je suis toujours un passionné de cuisine, mais quand je faisais beaucoup de cuisine avant le régime cétogène, bah, tu te dis que de toute façon, tu es dans un monde où tu ne pourras plus rien inventer, parce que tout avait déjà été fait.
Et finalement, quand tu débarques dans le régime cétogène, que tu te prives de sucre, que tu te prives de farine, tu te dis ah ouais, mais là, il y a du boulot, il y a des trucs à inventer quand même. Oui, 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 le champ est C'est ça qui grand, était fascinant. il Le est champ est vaste. grand. Le champ est grand. Voilà. Un peu comme quand il y a eu le mouvement végétarien, vegan, il y a 30 ou 40 ans, où ils ont essayé de faire des nouvelles choses, des nouvelles recettes, émulsionner des choses. Ben, c'était ce côté intéressant de créativité. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu veux ajouter d'autres bienfaits que tu as pu tirer du régime cétogène, soit dans ta première période ou dans ta deuxième période, depuis que tu t'es mis en juin? Qu'est-ce que tu as peut-être pu avoir comme autre bénéfice que tu as pu découvrir, je ne sais pas, au niveau concentration, immunité, peut-être les maux de tête? Qu'est-ce que tu as pu goûter? Oui, concentration, immunité, c'est vrai que et prendre de la distance avec les événements, en fait, être beaucoup moins émotive. Parce que, comme je disais, je suis une vraie éponge, je suis sensible et pas toujours souvent à mon détriment, parce que c'est moi qui en souffre. Hein. Donc, d'avoir d'une certaine distance avec les événements, de savoir relativiser. Voilà, on garde sa sensibilité, bien entendu, mais on change un peu de lunettes quand même et ça fait du bien. Et ça, je pense que c'est notre cerveau, de toute façon, hein, qui est beaucoup plus protégé. Donc, évidemment, ça fonctionne beaucoup mieux et de façon moins directe, enfin, voilà, à chaud, en fait. Et ça, c'est super précieux. Et c'est vrai que maintenant, bon, ben, comme je dis, maintenant, je ne suis plus pressée d'arriver au poids de forme. Hein. Le temps travaille pour moi, en fait. Je suis sereine par rapport à ça. J'ai pas peur de me peser. Je le fais pas systématiquement, mais je m'amuse quand même à faire des petits tableaux. Mais ça, c'est pour le plaisir de faire des petits. Ah voilà, j'ai perdu du temps, etc. Mais c'est pas du tout une obsession. Et c'est alors. J'en suis à un stade où certaines personnes le voient que j'ai perdu, d'autres non. Donc, mais c'est pareil, je m'arrête pas au regard de voilà, j'ai 2-3 amis qui m'ont dit oh mais tu as minci et tout. Alors, je dis bah oui, ça commence à se voir peut-être un petit peu. Je dis mais je suis pas encore arrivée. Mais c'est vrai que voilà l'approche est différente en fait. C'est c'est un confort de vie et c'est une, comment on appelle ça, une pas une hygiène de vie mais euh, j'ai pas le mot là maintenant, mais en C'est un fait, style de vie. C'est un style de vie, c'est un mode de vie. Hein. voilà, Ouais. j'en parle enfin, quand j'entends des gens qui ont du diabète ou qui ont des problèmes de maladies graves ou quoi, j'en parle. J'en parle avec, je choisis mes mots, mais quand même, je parle des glucides. En fait, je dis, vous savez, le sucre, c'est une vraie drogue et c'est un vrai poison pour le corps. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu cash, puis je le dis sur un ton un peu léger, mais je dis, mais le sucre, de toute façon, c'est du poison. Dès lors qu'on s'en intéresse un tout petit peu, ça saute aux yeux. Mais voilà, je crois que chacun aussi, on doit porter un peu la bonne parole avec nos moyens, avec intellectuellement ce qu'on en a compris, comment on peut le vulgariser, comment on peut faire passer les infos. Mais individuellement, c'est notre responsabilité quelque part parce qu'on est dans une société bon, ben, qui vieillit, mais qui vieillit mal. Et ben, je pense que si chacun va à notre petit niveau, hein, on peut déjà nous-mêmes se préserver et puis faire connaître, surtout que ça ne coûte rien, je veux dire. Il y a des techniques, il y a des traitements qui sont chers, mais là, non, tu changes ton alimentation pour du plus sain et ça ne coûte pas plus cher. Même, je dirais que ça coûte même moins cher parce qu'on achète beaucoup moins de bêtises, beaucoup moins de choses industrielles, beaucoup moins de. Enfin, voilà. Au moins, enfin. Puis cette impression d'utiliser aussi voilà, son budget, son argent à bon escient aussi, quelque part, de ne pas acheter des bêtises et. Enfin voilà, mon faux départ d'année dernière, d'il y a quelques années en arrière, me sert maintenant à pas refaire les mêmes erreurs, mais maintenant c'est la sérénité en fait. Je suis contente. Je sais que 2024 sera mon année où je vais perdre mes kilos, etc. Et je suis contente. C'est un mode de vie, franchement, que tu garderas à vie. Et ton autre objectif après, ça sera l'arthrose. Ça prend un peu de temps. Ça prend un an et demi pour avoir des bienfaits là-dessus. Alimentation riche en oméga 3, amener des micronutriments qui sont importants pour la reconstitution des cartilages. Et après, Oui. poids de forme, et c'est fini. En fait, le régime cétogène normalise notre santé. Il y a des gens, ils sont trop maigres, ils reprennent du poids, ils reprennent du muscle, ils reprennent un peu de gras. Des gens, ils ont trop de gras, ils en perdent. Et en fait, ça nous remet juste dans un état métabolique normal
sans avoir à calculer, sans avoir l'impression d'être soumis à un diktat. On le vit, en fait, normalement, en ayant compris que c'est quelque chose qu'on tient à vie, c'est durable, il n'y a pas de frustration, on peut se régaler, on peut faire des orgies, même si on veut, en keto, sortir les côtes de bœuf, sortir, enfin, pour ceux qui aiment la viande, on peut vraiment se régaler. Il y en a pour tout le monde. On peut ajuster le régime cétogène parfaitement pour soi, pour ses propres goûts, pour vraiment le vivre de façon simple et sans frustration. C'est la clé. Il ne faut pas qu'il y ait de frustration. C'est ça. Et là, j'ai commencé à inviter des amis à essayer raclette. Et les gens sont étonnés de voir que les navets remplacent avantageusement les pommes de terre. Mais c'est une révélation. Alors moi, je suis trop contente. Ils doivent être très surpris de la digestion et du bien-être qu'ils ont après. Parce que le gros problème de digestion ballonnée, pas très bien, etc., on met ça au départ sur le fromage ou les charcuteries, et on ne se rend pas compte que quand on remplace la pomme de terre par le navet, les problèmes ont disparu. La naviflette, ouais, c'est pareil. L'autre jour, j'ai invité des amis et puis on m'a dit qu'est-ce qu'on peut apporter. Je fais écoutez, si vous voulez porter les pommes de terre, parce que moi je sais plus les faire cuire, ça fait des années, ça fait longtemps que j'en fais plus des pommes de terre, donc si vous voulez en manger, portez-en. Et l'amie, elle en a porté des pommes de terre, mais en fait, elle a mangé tous mes navets, quoi. C'est dingue, hein. Quelque chose aussi simple, le navet, les gens ne se rendent pas compte comment ça peut faire illusion sur une simple raclette qui est un repas familial typique, comme une fondue ou comme des choses comme ça qu'on partage. Juste retirer la pomme de terre, mettre un navet. Il y en a d'autres qui mettent, ils font cuire un peu de brocoli à la vapeur ou chou-fleur ou des morceaux de courge aussi qui peuvent aussi très bien faire l'affaire. Et on remplace très facilement la pomme de terre et c'est réglé. Voilà. Mais le navet, je trouve qu'il n'a pas la bonne presse qu'il devrait avoir. Je pense qu'il faudrait qu'on redore son blason. Je suis d'accord. Le navet, la naviflette, donc Nelly a publié une recette dans le livre aussi. Enfin, c'est très, on en fait plein de choses. Des potatoes aussi, c'est-à-dire cuites comme des potatoes à la poêle, ça marche très bien. Oui, j'en ai fait et c'est trop bon. Et c'est pas cher en plus, donc. C'est vrai. Bon, il y a beaucoup de choses encore à se régaler. Parce que c'est important de se régaler, ça fait partie de la joie de vivre. C'est essentiel. Voilà. Il faut être épicurien, mais avec des aliments qui nous font du bien, en fait. Je dirais que c'est le mot de la fin, puis ça rime en plus. Ça sera ton mot de la fin, donc, on est d'accord. Il faut être épicurien en keto. C'est ça, absolument. Je t'en remercie beaucoup pour ce très riche témoignage. Et merci à toi, Yannélie. Vraiment, merci. Je suis trop contente de vous connaître, en fait. Ça peut faire très bébête de dire ça, mais vous êtes vraiment une belle rencontre, une très, très belle rencontre. C'est gentil. Si on peut aider des gens à retrouver une pleine santé, c'est vraiment notre satisfaction. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir, à bientôt.